tu as les moyens. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Carte sur table 21h-23h. C'est mardi le 8 décembre 2020 aujourd'hui. Deux thèmes au menu de cette émission ce soir. Crise sociopolitique. Le gouvernement maintient la pression sur Maurice, du moins sur le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, vous le savez. Le gouvernement a commis une annonce aujourd'hui pour annoncer, entre autres, des mesures autour de Maurice Kamto, des leaders du MRC et un certain nombre d'autres militants incarcérés. Le gouvernement annonce qu'il y a certains qui ont été libérés, d'autres sont encore dans des procédures judiciaires qui se poursuivront selon les opportunités. Et du coup, on a pu observer ce soir la levée du blocus autour de la maison de Maurice Kamto, près de 75 jours. Après, vous le savez donc, le 22 septembre dernier. Ce sera le premier thème. On va le débriefer en deuxième partie de l'émission. On reviendra sur ces élections régionales pour en tirer les premières leçons. Vous le savez, depuis hier déjà, les cours d'appel annoncent les résultats à la sortie des urnes. Il s'agit des commissions électorales régionales qui promulguent donc ces résultats. Évidemment, en attendant éventuellement le contentieux post-électoral, si des partis politiques iront, on sait au moins que le MRC, le PCRN a dit qu'il n'ira pas à cette autre étape du processus. Cela dit, deuxième thème, élection régionale, les premières leçons à retenir. 5 invités pour la première partie. D'abord, Cissé Bamanga, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère Dipita. Bonsoir à tous mes chers frères panélistes. Bonsoir à toutes les 10 régions du Cameroun. Bonsoir aux nouveaux élus des conseillers régionaux et bonsoir au monde entier. Merci une fois de plus de m'avoir invité à ce panel riche et je pense très bien que Dieu pourra me donner la force pour que je puisse édifier humblement les Camerounais, comme j'ai l'habitude de le faire ici et ailleurs. Paul Eyoum, bonsoir. Bonsoir Djibuta, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux populations du Cameroun, particulièrement les fils et filles du canton Akwa. Nous comprendrons pourquoi je leur passe un bonsoir particulier en ce moment. Bonsoir. Alors, à tous cela. Les deux précédents, évidemment, vous avez une idéologie opposée au RDPC, donc sans forcément que vous n'ayez des partis politiques en ce moment identifiés. Nous avons Christian Djokongo, bonsoir, du PCRN. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir, mes copanélistes. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs, ainsi que tous les citoyens et tous les militants du PCRN, précisément à ceux d'UNCAM, qui, de par leur engouement, nous ont démontré une autre façon de faire la politique. Et je voulais saluer tous les conseillers municipaux du PCRN de par le Cameroun. Pierre-Emmanuel Bignam, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. Bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir à tous les Camerounais de tous bords. Bonsoir au professeur Maurice Kamto, le président élu et président national du MRC. Bonsoir au président Paul Biya. Vous êtes du MRC, ça arrive pas tous les jours. Hein. Un bonsoir à Paul Biya également. Oui, un bonsoir au président Paul Biya parce que nous sommes dans la mouvance de l'apaisement. L'apaisement, notre pays traverse des crises multiformes, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan politique ou encore social. Donc nous sommes dans la mouvance de dialogue, de continuer à tendre la main au régime du président Paul Biya pour désengorger tout ce que notre société traverse depuis pas mal de temps. N'oubliez pas que nous sommes secoués par une crise qui a déjà causé tellement de morts, de déplacés internes, et qui a paralysé l'économie de toute une région, de 2 régions de notre pays. Donc, c'est dans cette mouvance que nous sommes actuellement. Ce n'est qu'une coïncidence, hein, mais je me demandais bien pourquoi est-ce que André Luther Meka
est si près de vous ce soir. Peut-être que dans votre bonsoir, c'est spécial à Paul Biya. J'aurais réponse si d'aventure lui-même dit bonsoir à Maurice Kamto. André Luther Meka, bonsoir. Ben écoutez, je ne peux pas dire bonsoir à Maurice Kamto, pour la simple raison que Maurice Kamto a voulu foutre le pays en l'air. Et grâce à la maturité des Camerounais, nous avons tourné le dos au chaos, nous avons tourné le dos à l'insurrection pour promouvoir la démocratie. Je voudrais saluer le peuple de paix et d'attachement patriotique qui a décidé la paix, qui a décidé, n'est-ce pas, de suivre la voie du sage éclairé, le président Paul Biya, qui est en train de construire une véritable maison démocratique au Cameroun. Et c'est également cette déférence que je fais à ce peuple sawa qui a perdu son roi, notamment le roi d'Ikakwa. Et je voudrais également saluer tous les militants du ADPC, aussi fidèles au chef de l'État, et tous les conseillers municipaux qui ont voté à l'unanimité toutes les listes du ADPC dans l'étendue du territoire. Donc vous estimez que la main tendue de Maurice Kamto en vue d'un apaisement n'est pas à prendre, n'est pas à saisir? Non, je n'ai pas qualité à juger de sa main tendue. Je crois que notre président national, qui est un homme de paix, un homme de pardon, appréciera. Mais il est important de préciser que sans la maturité des Camerounais, sans le sens élevé de patriotisme et le brassage culturel qui nous lie, c'est que le Cameroun avait basculé. Je crois qu'aujourd'hui, s'il revient à la raison et qu'il pense qu'il peut rentrer dans la République et quitter la rue, je crois que le président national du ADPC, son Excellence Paul Biya, appréciera. Merci à vous, chers messieurs, pour cette introduction. On va prendre la transition et on rentre tout de go dans le premier thème. Crise sociopolitique, donc le gouvernement maintient-il, ou alors le gouvernement maintient la pression sur le MRC? D'abord, pour avoir des nouvelles fraîches, récentes, les toutes dernières, vous confirmez, Pierre-Emmanuel, que le dispositif sécuritaire, policiers et gendarmes, qui était jusqu'ici autour du domicile du professeur Maurice Kamto, est levé. Peut-on avoir les premières nouvelles de Maurice Kamto? Comment se porte-t-il? Quel est son état d'esprit? Va-t-il poursuivre cette bataille? Bon, je tiens à préciser ici que l'assignation à résidence surveillée du président élu Maurice Kamto n'a jamais été l'objet d'un communiqué officiel de la part du gouvernement et du régime de Paul Biya. Donc c'est vous qui la qualifié d'assignation à résidence surveillée. Et donc ça fait qu'il est mieux pour nous de rester dans l'informel pour dire que les informations que nous avons recoupées ça et là depuis ce matin, partant du président élu, son domicile lui-même, nous laissent croire que le dispositif, on ne sait même pas pourquoi en réalité tous ces policiers étaient amassés là-bas, alors que le niveau d'agression s'est accru dans les quartiers en ces mois de décembre, de fête de fin d'année. On ne peut pas faire 1 kilomètre sans qu'on entende une dame en train de crier qu'on vient de lui arracher le porte-monnaie. Donc le Cameroun a une défaillance en termes de sûreté et de sécurité interne. Il y a, selon les statistiques, un policier, je crois, pour 15 000 ou 20 000 habitants, pour aller amasser et former tout un camp de concentration et de formation des policiers et gendarmes devant le domicile du président élu. Donc, selon ces informations, on ne voit plus ces hommes en tenue défiler ça et là, comme ils avaient l'habitude de le faire depuis pratiquement 3 mois aujourd'hui. Donc, ce sont des informations que nous avons. Mais pour ce qui concerne le président élu, Maurice Kamto, il se porte très bien. Il se porte à merveille. Il n'a pas besoin que André Luther Meka le salue, parce que le président Paul Biya lui-même le salue. Le boss du boss de son boss le salue. Et lui donne allégeance. Il le salue en quelle circonstance? Il se voit, il s'appelle. Il le fait allégeance. C'est son compatriote. C'est son compatriote. C'est son citoyen. Ils sont des compatriotes. Ils ont eu à travailler ensemble sur des missions importantes telles que la péninsule de Bakassi, dont ils ont mutualisé les forces pour sauver et qui est resté dans le territoire camerounais. Ils ont travaillé sur un certain nombre de dossiers qui sont importants et qui relèvent de la souveraineté de notre pays. Donc il n'y a pas de guerre entre eux, sauf que vous avez des gens comme André Meka, avec les camarades de son parti, qui pensent qu'ils ont embrigadé le Cameroun. C'est-à-dire que ce sont des adeptes du chaos.
Au moment où nous pensons que le dialogue est quelque chose qui doit être promu dans notre pays, il y en a qui continuent à être cramponnés et qui refusent de sortir de leur confort habituel. Il faut avancer. Je le disais tout à l'heure, le Cameroun traverse des crises multiformes. Nous avons appris récemment qu'il y a des attaques qui ont repris au niveau de la province de l'Est, sans parler de Boko Haram, qui ne fait que revenir avec de différentes incursions. Nous savons qu'au niveau des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la crise anglophone continue à battre son plein. Les crépitements d'armes continuent à sévir, à se faire entendre. Des affrontements. On a tué récemment un conseiller municipal dans le nord-ouest. Donc, nous savons que les crises continuent à secouer le pays. Donc, il faut que nous allions vers le dialogue. Nous avons pris acte du communiqué que le gouvernement camerounais a rendu public aujourd'hui, quoique c'est signé d'hier, du 7. Ce que nous pouvons constater clairement dans ce communiqué, c'est que le gouvernement camerounais, le régime de Paul Biya, est passé aux aveux devant le monde entier de ce qu'il n'y a aucune base juridique qui les a amenés à signer à résidence surveillée le professeur Kamto, non seulement la personne de Kamto, mais avec toute sa famille. Nous savons que la responsabilité pénale est individuelle devant la loi. Est-ce que si les faits sont établis, même que le professeur Kamto fasse l'objet de poursuites judiciaires, ça donne l'autorisation au régime de Paul Biya de séquestrer son épouse, de séquestrer ses enfants, de séquestrer sa belle famille et tous ceux qui sont dans sa maison. Merci. Donc ça veut dire que le régime de Paul Biya est en train de nous faire comprendre que si demain Biya n'est plus au pouvoir, le président Paul Biya n'est plus au pouvoir, nous allons le poursuivre aussi sur le plan judiciaire son épouse, ses enfants, ses neveux et puis ses acolytes. C'est ce Cameroun qu'ils sont en train de vouloir donner à nos générations qui vont venir après. Ce n'est pas ce que nous militons. Président Djok, une réaction. Êtes-vous surpris par cette décision du gouvernement? On l'annonçait quand même, hein, il s'était dit, ça s'entendait dans les couloirs qu'au lendemain de ces élections régionales, le blocus sera levé. Vous dites, il vaut mieux tard que jamais? Non, pas il vaut mieux tard que jamais. Vous avez la compassion vis-à-vis du MRC? Non, M. Dipita, je n'aurais pas de compassion vis-à-vis du MRC, encore qu'ils n'en ont jamais eu pour nous. Mais ce n'est pas la position qui est mienne ici sur ce plateau. Moi, j'ai plutôt une autre approche. Je vais croire une fois de plus que, comme je vous l'ai dit ici par le passé, ce gouvernement fait la publicité gratuite du MRC. Ce gouvernement est complice du MRC. Voyez-vous, dites-nous, au nom de quoi au sortir des élections? On vient annoncer qu'on va libérer Maurice Kamto, quoi que ce soit. Ouais, il y a quelque chose, c'est une complicité. Heureusement, Pierre-Emmanuel Biam lui-même l'a dit ici d'entrée de jeu. Quand le président Paul Biya, le président de la République et le professeur Maurice Kamto, ou le ministre Kamto, autant pour moi, ils se voient, ils se parlent, ils se discutent. Donc, voyez-vous, ils sont en train de nous distraire. Et je veux convoquer effectivement une autre grille de lecture pour dire aux gens que, pour moi, on nous a appris que le pouvoir a une triple dimension. Au-delà des deux dimensions institutionnelles et économiques, il y a la dimension relationnelle, qui est la dimension la plus fondamentale, c'est-à-dire qu'il y a la dimension que les gouvernants ont avec les gouvernés. Cela me permet évidemment de convoquer ici l'exercice de liberté. Parce que là, nous sommes en République, on a toujours l'impression que ce gouvernement est un peu anachronique, M. Mika, que ce gouvernement est inadapté, du moins est en retard avec la mise en relief, n'est-ce pas, de l'ordre démocratique dans lequel nous tendons. Et c'est un problème. Effectivement, donc, il faut aller au-delà, en renouvelant un peu les idées, en renouvelant les paradigmes, sinon la modalité gestiologique, qui est celle de l'appréhension des libertés publiques au Cameroun. Il faut revoir la préfectorale qui, voilà une autre décision, à la suite de M. Dipita, vous avez convoqué la note du MINCOM. Il faut noter qu'il y a quelques jours encore, le président faisait une rallonge à la préfectorale. Pourtant, on sait que tous les gouverneurs sont frappés par l'âge de la retraite. Tous les préfets, quasiment au moins 70%, sont frappés par l'âge de la retraite. Tous les sous-préfets, c'est-à-dire sur les 360, sont frappés par l'âge de la retraite. Et même l'autre maillon fort qui entre dans l'aménagement des libertés publiques, c'est-à-dire au garant, la police. Vous allez voir, prenez par exemple le commissariat de Nebel. Vous allez voir, il y a peut-être 4 ou 5 jeunes commissaires de police qui sont là, qui chôment, qui attendent effectivement être mis en situation. On ne sait pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours comme un jeu de cache-cache entre le MRC et le gouvernement de la République, du moins ses anciens camarades et ses anciens amis.
ils ont été sur la même table, Pierre-Emmanuel l'a dit tout à l'heure. Donc vraiment, je vais dire, M. Dupé, sans embâche, que le gouvernement de Yaoundé cesse de nous distraire et qu'on nous laisse, nos jeunes Camerounais, une nouvelle vision que nous avons de faire d'un Cameroun une autre façon de faire, une autre façon de manager et qu'on dépasse effectivement ce qu'on a atteint. Vous direz que c'est un acte de magnanimité. André Luther, car j'emprunte le mot à vos camarades. Hein. C'est une expression très courue, elle n'est pas mienne. C'est une expression très courue au sein de votre parti. Vous dites que le président Biya a fait une preuve de plus d'humanisme. Non, disons que pour répondre à Emmanuel Binam, si Maurice Kamto a fait allégeance à son créateur, le président Paul Biya, je crois que également je vais le saluer parce que nous suivons, n'est-ce pas, la ligne que trace le leader. Si le leader accepte que M. Kamto fasse allégeance, quand il dit son créateur, vous n'aurez jamais connu Maurice Kamto s'il n'avait pas été doyen des universités, s'il n'avait pas été ministre délégué, signé du décret. N'a-t-il pas eu de mérite à l'être? Je crois qu'il n'est pas plus méritant que tous les professeurs d'université du Cameroun. Il a quand même eu du mérite. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas plus méritant que tous les professeurs du Cameroun. Je crois qu'il y a des professeurs qui sont extrêmement compétents, qui aussi n'ont pas eu le décret. Donc, c'était un choix délibéré, discrétionnaire du président Paul Biya. Et le président Paul Biya est allé plus loin, à lui donner la latitude de pouvoir travailler, notamment sur sa coupole, sur le dossier Bakassi. Et je crois même que les journaux sont encore d'actualité. Ces journaux sont encore d'actualité où le président Biya, n'est-ce pas, a fait sa campagne lorsqu'il était candidat dans des instances internationales. Donc, je ne vais pas féliciter M. Binyam outre mesure si la créature a reconnu son créateur. Mais ce qui est important ici, c'est de dire que cette façon, n'est-ce pas, de surveiller M. Maurice Kamto était bienvenue parce que pour ceux qui ont pu lire ses postes et sa posture politique, c'était effectivement d'empêcher que les régionales se tiennent. Et cet empêchement s'est manifesté par des tentatives de marche. Dernièrement, même, nous avons vu des femmes camerounaises dans la dignité, notamment, ont démontré dans cette marche que M. Maurice Kamto ne respecte même pas la dignité humaine, la dignité des femmes. Elle marchait toute nue. Et je me rappelle encore, lorsque ma mère a vu cette image, elle s'est mise, n'est-ce pas, à écraser une larme en disant véritablement qu'est-ce qui se passe, où va le Cameroun. Et mon fils me demandait si elles sont folles. Je leur ai dit non. Et effectivement, c'est un homme politique qui fait marcher les femmes nues. Vous voyez, ces images sinistres, ces images que nous n'avons pas connues depuis, n'est-ce pas, des décennies, ont été, n'est-ce pas, activées par le MRC. Donc, je crois qu'il était une personne à surveiller de trop près. D'ailleurs, je me demande même pourquoi on ne l'a pas fait tôt, parce que bien avant, il y a eu un certain nombre d'éléments clairs, des dossiers clairs qui démontraient qu'il mettait le pays en danger, notamment dans l'idéologie fasciste que les uns et les autres avaient, n'est-ce pas, de pouvoir embasser le pays et renverser le pays par la rue. D'ailleurs, il y a eu plusieurs déclarations. Monsieur Albert Zonga avait déclaré que s'il y a un bénéfice que la prison a donné, c'est le rapprochement avec les ambazoniens. Le même Albert Zongang avait déclaré que tout le monde, il tontine, mais les autres bouffent et c'est leur tour de bouffer. Monsieur Maurice Kamto même, au firmament de sa science bizarre, a dit, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle qu'il voudrait, s'il faut qu'il passe au concours pour être boulou, il le passera. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui amènent notamment le gouvernement d'être très prudent et très vigilant face à cette personnalité. Et je crois que cette surveillance, comme nous dit le porte-parole du gouvernement, doit continuer. Il doit être surveillé. Parce que nous ne pouvons pas, nous jeunes, admettre que nous, la jeunesse aujourd'hui, vous voyez comment ce plateau est pétillant de jeunesse, que ces aînés-là nous lèguent un pays qui danse. Une jeunesse qu'on retrouve toujours dans les accords de direction. Vous reviendrez le temps peut-être pour aussi. Non, je voudrais conclure en disant que nous ne pouvons pas accepter cet héritage macabre
que le leader du MS veut nous léguer, notamment de pouvoir mettre le chaos. Mais il va léguer un héritage comment alors qu'il n'est pas en position de... Mais s'il fait le désordre, s'il fait le désordre, nous sommes obligés de subir cet héritage macabre. Êtes-vous surpris par cette décision du gouvernement, l'allègement des mesures autour de certains militants et cadres du MRC, sachant que d'autres sont encore en prison? Je pense à Bibi Ounissak, je pense au professeur Alain Foguet, qui sont encore en détention, sans compter notre ami Salmon Béa ici à Douala, et plein d'autres militants. Hein, comment? Il est mon ami, tout comme vous l'êtes. J'ai le plaisir et la joie de vous recevoir ici tous les mardis, tout au moins pour cela. Je pense qu'il n'y a aucune inimitié. Si c'est... Mon cher frère Dipita, je pense que je vais aller du côté de mon cher frère Ndjok. Distraction. Distraction, pourquoi? Le RDPC est en train de nous distraire. En réalité, il y a tellement de choses à faire dans ce pays que je ne sais pas pourquoi les personnes armées, des gendarmes, des policiers, et j'en passe, ils sont là autour de la maison d'un opposant. Vous savez très bien qu'on ne peut pas gouverner dans un pays seul. Et ce sont les personnes comme Maurice Kamto, comme le leader Cabral, comme plein d'opposants qui secouent les choses pour que les choses marchent. Moi, je suis un peu étonné même que mon frère Junior Bignam ait trouvé le nom de assigné à résidence surveillée. Parce que j'ai fait une petite curiosité de savoir comment on appelle même ce genre de séquestration. Parce que vous savez très bien que la police a empêché ce monsieur de jouir de sa liberté, une liberté qui a été donnée gratuitement par le Très-Haut. Mais non, je suis très satisfait qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, ils sont ailleurs. Le professeur Maurice Kamto, que je respecte beaucoup, je le respecte parce qu'aujourd'hui, c'est un monsieur qui a participé à beaucoup de choses dans ce pays. C'est pas parce qu'il a des positions autres que les nôtres. Par exemple, moi, je suis républicain. Je ne peux pas faire des choses qu'il fait, mais je respecte ce monsieur. Donc, je ne vais pas dire que je ne suis pas soulagé. Je suis soulagé qu'on a lâché ce monsieur. Et j'aimerais que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va encore un peu plus. Il faut lâcher toutes ces personnes-là qu'on a arrêtées. Je pense à Nibou Nissak, je pense à Mota qu'on doit relâcher, je pense à Salman Béas. On doit relâcher. Vous savez, aujourd'hui, Dipita, nous sommes au 21e siècle et le monde entier aujourd'hui est un petit village. En plus, nous nous vantons d'être démocrates d'un pays qui va émerger en 2035. Mais non, tout ça, ça nous amène rien, ça nous sert à rien. Nous devons être ensemble pour construire ce pays. Parce que aujourd'hui, tout ce que Kamto réclame, si j'ai la mémoire dans la peau, il demande qu'il faut revoir le code électoral. Ça, c'est la première chose. Tout le monde est unanime dessus, M. Dipita. La deuxième chose, le professeur Maurice Kamto demande que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest, nos propres frères, qui sont là-bas, dans ce côté-là, ils sont en train de mourir. Ils demandent qu'on cesse cette guerre. Je vous relance. Maurice Kamto avait effectivement réclamé, d'ailleurs, comme la plupart des partis, je veux dire que le SDF, bon nombre de partis réclamaient déjà de revoir au moins le code électoral, mais lui, c'était, si le code électoral n'est pas revu, si la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas réglée, il n'y aura pas d'élection régionale. Je vous relançais juste. Oui, il n'y aura pas d'élection régionale. Mais Maurice Kamto, il est dans son rôle, mon cher frère Dipita. C'est un opposant. Et un opposant dit est différent de faire. Je pense qu'on le sait tout. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, je n'ai jamais vu les gars du MRC être violents, c'est-à-dire avec une arme blanche ou bien cassée ou quelque chose. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc, moi, je pense qu'on peut laisser tout ça aujourd'hui. Les choses que Maurice Kamto aujourd'hui est en train de revendiquer, je sais très bien qu'il y a d'autres partis politiques comme le SDF. Avant le SDF, il y a l'UNDP qui sont battus pour arriver à ce qu'aujourd'hui, vous voyez un petit peu comment le plateau est vraiment charnu des jeunes. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, les choses que Maurice Kamto demande, j'en ai cité d'ailleurs, il demande, c'est pour le Cameroun, il ne demande pas pour lui. Voilà où je ne trouve pas un problème. Maintenant, comme vous savez que l'État RDPC,
parce que c'est comme ça que moi je les appelle. C'est-à-dire, c'est un parti politique qui a toute la machine avec elle et qui, je ne sais pas comment, ils veulent diriger les Camerounais au XXIe siècle. C'est très difficile. Aujourd'hui, Maurice Kamto, je suis content qu'on l'a libéré. Je suis content qu'il y a la démocratie, enfin, entre guillemets, mais j'aimerais qu'on pousse encore le bouchon un peu plus pour qu'on libère d'autres qu'on a arrêtés dans les mêmes circonstances. Je sais que vous mettrez quelques réponses à ce qui a été dit, mais je voudrais poursuivre quand même dans les questions. Maurice Kamto libre, quelle peut être la suite? Je veux dire que va-t-on assister à une pression quasi identique à ce qu'on a vécu jusqu'à présent? Maurice Kamto reprendra son bâton, j'ai failli dire de pèlerin, pour d'autres mots d'ordre, d'autres formes de pression encore plus accrues. C'est vrai qu'il n'y a plus d'échéance électorale à court terme. Si les choses se poursuivent normalement jusqu'en 2025, que peut-on attendre aujourd'hui après cette levée de blocus? Il y a un proverbe bassa. Il y a un proverbe bassa qui dit que celui qui garde le prisonnier est plus prisonnier même que le prisonnier. Quand un bassa nous ramène au village. Celui qui garde le prisonnier, c'est-à-dire le gardien de prison, est plus prisonnier que le prisonnier. En dialectique du maître et l'esclave. Voilà, parce qu'il a tellement de pression. Il n'est pas libre de ses mouvements. Puisqu'à tout moment, il craint que... Il a même des insomnies. Oui. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, aujourd'hui, est un parti politique qui n'a plus peur de la répression. Nous sommes habitués à la répression, tout comme l'UPC des années 50 et 60. Le régime du président Paul Biya est comme un bourreau qui tient un marteau en main, dont le seul langage est de chercher un clou pour frapper dessus et l'enfoncer. Ils sont adeptes de la violence, ils sont adeptes des privations de toutes sortes de libertés, comme Cissé Pamanga venait de le dire tout à l'heure, des libertés que ce ne sont pas des Blancs qui ont donné ni la Charte universelle des droits de l'homme, mais c'est Dieu, le Créateur, qui nous a doté de toute cette liberté-là. J'ai posé une problématique tout à l'heure. Est-ce cela l'état de droit? Que la responsabilité qui est collective devant la loi devienne une responsabilité qui est individuelle, je veux dire devant la loi, devienne une responsabilité collective. Si le citoyen Kamto, pris comme tel, est poursuivi devant la loi, que vient faire son épouse dedans? Que viennent faire ses enfants dedans? Que viennent faire sa belle famille dedans? Et tous ceux qui habitent dans sa maison, ses vigiles, ses ménagères et tout ce monde-là. Pourquoi on séquestre, on prive de liberté tout ce monde-là? Il y a des enfants là qui devaient aller à l'école, qui sont privés de cours jusqu'aujourd'hui. Des neveux, des nièces qui sont dans sa concession, qui sont dans les lycées, qui sont à l'université. Ils ont été privés de leur mouvement. C'est ça, l'état de droit, que le président Paul Biya est en train de léguer aux générations futures, aux Camerounais. Il voudrait qu'on se souvienne de lui comme le premier violeur de la loi dans sa propre république. Nous pensons que le régime est allé trop loin. Le MRC a connu des situations pires que celle-là. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, a fait 9 mois d'emprisonnement. 9 mois. Dites-vous bien qu'au sortir de là, les gens pensaient qu'il allait se taire. Un lion ne sera jamais un chat. Voilà pourquoi il a continué, nous avons continué, le MRC a continué. Donc je dis, et nous interpellons le gouvernement camerounais, que la posture de tendre la main pour créer des espaces de dialogue afin de sortir des crises que le Cameroun traverse aujourd'hui, en l'occurrence la crise post-électorale et la crise sécuritaire du Nozo, n'est pas un aveu de faiblesse. Je vous relance. Quel contenu mettez-vous dans ce dialogue, sachant qu'il y a 2 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons, le grand dialogue national, c'était en 2018.
19, oui, 2019, l'année dernière. Sachant qu'il y a le grand dialogue national, vous avez certes fait des propositions au gouvernement, mais vous n'y avez pas participé et au sortir de ces assises, vous avez rejeté complètement toutes les résolutions ou les recommandations qui ont été prises. Vous, quel est le contenu de ce dialogue dont vous parlez encore aujourd'hui? Okay, je précise d'abord que la direction du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait confirmé devant le monde entier que le gouvernement du Cameroun n'a jamais invité le MRC au grand dialogue national par la voix de son vice-président, Maître Emmanuel Sim. N'empêche qu'une délégation avait été reçue par le Premier ministre avant le grand dialogue national. Nous n'avons jamais été... Délégation conduite par la vice-présidente. L'invitation est officielle. Moi, je serai demain à un événement. J'ai reçu l'invitation. J'ai reçu l'invitation dans ma boîte email. J'ai reçu l'invitation sous toutes les formes. Donc le MRC n'a jamais été invité au grand dialogue national. Il faut que les Camerounais le sachent, l'opinion publique nationale et internationale. Maintenant, le grand dialogue national lui-même a été un flop. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. L'État a annoncé un certain nombre de mesures avec tous ceux qui étaient concertés là-bas. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien avancer. On ne voit rien avancer. Donc, vous ne pouvez pas me dire que dans un pays, il y a un type de langage que les gens, le gouvernement écoute, les gouvernants écoutent. 25 ans après, bientôt, qu'on a voté la loi sur la décentralisation. Et rien n'est fait. Voilà un nouveau budget 2021 qui vient d'être adopté. On a encore ignoré les 15% de l'assiette fiscale qu'on devait affecter pour la décentralisation. Donc, vous pensez que quel est le langage que le gouvernement camerounais écoute? Ils ont leur type de langage qu'ils écoutent. Et c'est ce type de langage que le président élu, Maurice Kamto, utilise pour s'adresser à eux. Et vous allez voir que nous allons nous asseoir sur la table pour trouver un code électoral consensuel. Nous le ferons. Parce que le président élu comprend très bien le gouvernement camerounais, le régime de Paul Biya, et il s'adresse à eux tel qu'ils comprennent également. Et nous irons également, nous allons nous asseoir également pour trouver une solution pour la crise anglophone. Et ce sont les chevaux de bataille du MRC. Paul Youm, à quoi peut-on s'attendre désormais avec cette levée de bouclier pratiquement autour de Maurice Kamto? Sincèrement, l'affaire Maurice Kamto au Cameroun relève d'une espèce de distraction. Vous voyez qu'à chaque fois que le RDPC est soit en difficulté, soit il est dans une phase comme les régionales que nous venons de traverser, on ressort toujours M. Maurice Kamto. Regardez bien les faits depuis la création du MRC. Vous allez constater qu'à chaque fois que nous sommes à un moment où nous pouvons poser un certain nombre de problèmes, on vous ressort tout le MRC. Le grand dialogue, les élections, le moment de la crise sur le NOZO, etc., on ressort toujours le MRC. C'était prévisible qu'on allait libérer, entre guillemets, libérer M. Maurice Kamto après les régionales, puisqu'il avait eu à organiser une conférence de presse où il a dit clairement que si les collèges électoraux des élections régionales étaient convoqués, il appellerait au départ du président de la République. Et de ce fait, donc, il était logique qu'on puisse soit l'interpeller, le traduire en justice, au cas où il manifeste, ce qui n'a pas été le cas, puisque nous n'avons pas vu M. Kamto lui-même manifester le fameux 22, même si ses militants ont fait des appels à manifestation. Lui-même, il en a fait un, de manière indirecte, puisque le président de la République a convoqué le corps électoral. Donc, de ce fait, on peut dire qu'il a fait un appel à manifestation, qu'on peut qualifier aussi d'appel à l'insurrection. Parce que décider de vous lever pour chasser du pouvoir un président qui a été élu par un peuple, c'est clairement une insurrection. Maintenant, une insurrection populaire et non militaire. Il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Maintenant, il était assigné à résidence. Pourquoi on l'a assigné à résidence alors qu'il n'a pas été traduit en justice? Cela relève la violation des droits de l'homme, qui est une violation flagrante, permanente de l'état de droit. Au Cameroun, on ne respecte pas les droits. Si le professeur Kamto avait manifesté, on aurait compris qu'il soit assigné à résidence. Mais il n'est même pas sorti de sa maison, rien. On lui interdit de sortir de sa maison. Les membres qui vivent dans son domicile, les membres de sa famille, l'accès était difficile. Même ses avocats ont eu des difficultés à avoir accès à son domicile, rappelez-vous, dès le départ. Donc aujourd'hui, on peut se réjouir de voir un citoyen
qui est libre, qui va pouvoir jouir de ses droits comme tout le monde. Mais moi, je pense que tout ça, c'est un buzz qui est totalement inutile parce que nous avons beaucoup de problèmes actuellement au Cameroun. Ça ne sert à rien de toujours parler de Camto, parce que actuellement les Camerounais ont les problèmes d'une autre pays, Emmanuel a soulevé. Il y a les régions qui seront mises en place où nous devons réfléchir à une véritable décentralisation. Il y a les problèmes quotidiens, les problèmes de scolarité, la Covid, ce n'est pas fini. Il y a tellement de problèmes au Cameroun. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi à chaque fois que nous sommes en train de vouloir demander au RDPC des comptes sur un sujet, eux, ils reviennent toujours avec les discours de Camto. Si vous leur demandez quel est votre bilan depuis 2018, tout ce qu'ils vont vous dire, c'est que le MS a fait ceci, pour Camto a fait cela. C'est-à-dire, ils vont laisser le sujet qui concerne la gestion pour parler de Camto. C'est la tactique du faux fuyant. C'est-à-dire, on vous laisse la responsabilité pour accuser les autres et ne pas répondre aux vraies questions, aux vrais problèmes des Camerounais. Et moi, je dis et je l'espère qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus d'échéance électorale, M. Camto lui-même s'intermet, il a vu le désaveu populaire du 22, parce qu'au 22, c'était un désaveu. Il n'y avait pas les gens qui marchaient en route, il n'y avait pas le fameux peuple des réseaux sociaux. Non, monsieur, je ne vous permets pas de le dire, ce n'est pas un désaveu. Non, c'est un désaveu. Il y a plus de 600 arrestations. Mais 600 personnes sur 25 millions. Faites le pourcentage. Même le gouvernement camerounais. Ailleurs, on a vu des millions de personnes marcher. Oui, mais ici, il n'y a eu si on a arrêté 600, ça veut dire qu'il y a au moins 6 000 qui ont manifesté. Officiel, même si c'est 6 000, c'est un désaveu sur une population. Et en plus, ils disent qu'ils veulent chasser via billet, tout dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire de vous avez déjà marché. Non, mais moi je n'ai jamais dit. Conditions, c'est que je n'ai jamais demandé à marcher pour chasser le président de la République. C'est ça le respect des tirer le chapeau à tous ces compatriotes. Non, moi je ne suis aucun. Ils ont choisi leur démarche. Ils sont libres. Moi j'ai choisi la mienne, c'est qu'il a la République. C'est une forme de lutte. Non, je ne refuse pas. Je le leur concède. Je ne les condamne pas. Je dis juste une chose, ils ont choisi une démarche et qu'ils l'assument pleinement, sans se plaindre. Parce que quand vous prenez la voie qui n'est plus celle de la République, vous devez aller jusqu'au bout et l'assumer. Vous ne devez pas vous plaindre qu'il y avait la police. Au Burkina, il y avait la police. En Tunisie, il y avait la police. En Égypte, il y avait la police. Partout, il y a des révolutions. Il y a toujours la police parce que le rôle de la police est d'encadrer et de veiller à la stabilité des institutions. Parce que dès l'instant où un pays est en situation d'instabilité, c'est le chaos. Et aujourd'hui, nous sommes clairement dans une position, nous ne voulons pas du RDPC, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons hériter d'un pays dans le chaos. Aujourd'hui, M. Camto est libre et nous espérons qu'il va enfin comprendre qu'il est temps que toute l'opposition s'asseye. Les discours qui ont été construits autour de sa personne ou autour de son parti, que ce sont soit les seuls opposants, soit les seuls qui ont fait ci ou ça, nous allons enfin nous asseoir, parler des vrais problèmes tous ensemble. Peut-on s'attendre à une situation qui pourra à nouveau se cristalliser si tant il est que Maurice Camto reviendrait de façon encore plus ardue dans le débat politique? Non, monsieur le député, voyez-vous, j'ai de la peine à parler du ministre Camto. Le ministre Camto est un haut commis de la République. Vous faites exprès de faire ce lapsus ou bien vous le dites pour rappeler qu'il était ministre du gouvernement Biya? Monsieur le député, je suis en train de dire j'ai de la peine à parler du ministre Camto, voyez-vous. C'est un haut commis de la République. Il a rendu beaucoup de services à la République, effectivement. Et moi, je questionne davantage l'état de droit que nous voulons construire. La démocratie, c'est à laquelle nous voulons tendre. Parce que, voyez-vous, il y a des valeurs auxquelles on ne peut pas transiger. Et nous sommes défenseurs des libertés publiques. Et je le dis, c'est sans embâche. Nous ne partageons pas la démarche qui est celle du MRC, mais on ne saurait cautionner effectivement qu'il soit mis en cage. Comme on l'a vu, c'est régressif. Voyez-vous, on se voit encore là dans des années de dictature. Et ça questionne effectivement l'État que nous voulons construire, la forme de l'État et l'aménagement des libertés. Je l'ai dit d'entrée de jeu, j'insiste sur ça, M. André Bitemeka. Le RDPC et le MRC veulent nous distraire des vraies problématiques que connaît le Cameroun en ce moment. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Parce que dites-nous, à chaque Pierre-Emmanuel Bignam l'a dit ici, c'est quand même le ministre de la Communication. Non, je ne l'ai pas dit. Donc, à chaque fois je vais corriger ça officiellement. D'accord. Donc, à chaque fois, il a également dit que c'est son illustre pupille, voyez-vous, dans le fils aimé du président. Donc, qu'on soit là dans ce genre de choses, toujours en train d'épinailler, épiloguer, non, pour moi, c'est pas plus important. Ce qu'on veut questionner, M. le député, voyez-vous, c'est la forme de l'État qui est la nôtre. Comment on aménage la liberté dans notre État. Moi, je vous l'ai dit, au-delà de ça, il y a deux administrations qui, elles, me posent problème. La territoriale et les forces de l'ordre.
Parce qu'effectivement, même en droit, on nous dit que quand un ordre est manifestement illégal, on n'est pas tenu de l'exécuter. Parce que généralement, ce que l'on constate, on voit de part et d'autre comment les sous-préfets, ainsi de suite, avec un zèle, voyez-vous, c'est retraité même. Tout à l'heure, on a convoqué le juge des retraites de la police. On voit comment ils matraquent les gens. Je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, je me suis rendu à la cour d'appel pour, n'est-ce pas, la publication des résultats du conseil électoral. Mais voyez-vous, je ne sais pas ce qui bosse à la préfectorale qui était dehors, ou bien que nous sommes au parquet. Moi, je suis candidat. Quand j'arrive, allez, venez dans les poches. Vous venez faire quoi? On est où là? Il dit, vous savez qui je suis? Je suis un administrateur. Il dit, mais vous perdez la tête un peu, monsieur Mouka. C'est pour montrer un peu cette métaphore. Et les médias qui étaient là ont filmé pour dire que ça, on peut s'en passer de ce genre de choses. Et si effectivement j'étais un individu faible là, on aurait dû m'amener. C'est un magistrat? Comment? Non, je veux dire, c'est de la préfectorale qui était là. Le gouverneur étant assis à l'intérieur. Je lui ai dit, mais vous êtes fous. Nous sommes même ici au sein du sanctuaire de la justice, c'est-à-dire un pouvoir qui est différent de celui que vous incarnez. Ici, c'est le pouvoir judiciaire et là-bas, c'est le pouvoir exécutif que vous incarnez. Fut-il, si vous avez ce pouvoir, comme vous dites, vous savez qui je suis, vous êtes qui? Je n'ai pas manqué de lui dire. Ce n'est pas un mépris aux institutions, mais on attend des institutions. Je vous ai dit, M. Meka, je tiens sur ça. On l'a appris, et vous le savez, vous le Wébérien de posture intellectuelle que vous êtes, savez bel et bien que le pouvoir a 3 dimensions. Et la dimension la plus fondamentale, c'est la dimension relationnelle. Quelle est la relation que le pouvoir entre gouvernants et gouvernés? Ça ne se résume pas seulement sur la logique de domination. Parce que la domination a besoin d'être acceptée même. Voyez-vous, elle a besoin d'être légitimée. Et si on voit seulement le père Foueta, la chicotte à chaque fois qu'on va sortir et distraire les populations, et quand des gens veulent marcher. Moi, j'ai vu par exemple, je vais chuter par là, je vais faire une fleur au MSC. J'ai vu le professeur Kamto marcher le 26 janvier 2018 à Ndokoti. 2019 à Ndokoti. Ils étaient à peine une dizaine. Voyez-vous? Je dis bien, j'ai vu le professeur marcher, j'étais à Ndokoti. Ils étaient à peine une dizaine. Mais j'ai vu un déploiement magistral de toute l'armée de la République. C'est là, vous voyez un peu, quelle est la réponse. Il n'y a même pas un parallélisme de forme dans la réponse. Mais dans ce cas, pourquoi est distrait? Qu'ils sont de connivence. Ça vous démontre effectivement. Alors, Maurice Kamto a fait la prison avec plusieurs autres militants. Il y en a qui sont encore en prison. Je veux dire qu'ils sont de connivence à jouer ce jeu. Monsieur Jupiter, moi je dis que je le redis encore, c'est un construit. C'est un construit. Et dans ce construit, il y a le jeu des acteurs. Quel est le jeu que les uns et les autres jouent? Par exemple, Jamel et Michel Doké étaient d'accord pour prendre des balles dans le jeu. Moi, j'ai été, je vous le dis, monsieur Dupta, sur ce plateau, j'ai été la première personne à aller rendre visite aux membres du MSC à l'hôpital général. Guy Laurent, comme et autres qui sont mes amis, camarades de classe, j'étais le premier à aller à leur chevet. J'ai vu les poltrons, comme je dis, au dehors, qui fuyaient, qui ne pouvaient même pas rentrer ce jour. Pour vous dire, j'étais à leur côté pour soutenir ces gens. D'accord. Il y a d'autres éléments. Mais moi, je vous dis, quand on observe la scène, dites-moi un peu, pourquoi aujourd'hui, au moment où on est en train de publier les résultats des régionales, en train de convoquer un peu la logique de décentralisation, de remettre en question la loi de finances qui a été convoquée, on vient nous sortir Kamto. Vraiment, que représente Kamto en ce moment? Ou quel est son poids politique? Peut-être c'est lui qui essaie de ne pas stopper le processus d'élection. C'est lui qui empêche la décentralisation. Oui, vraiment terminé. Pour dire, pour moi, c'est un jeu de distraction. A priori, nous sommes dit du même bord politique, c'est-à-dire de l'opposition. Je ne souhaite pas parler du MSC, vraiment, je ne voulais plus parler d'eux. Mais ils ont leur stratégie que nous respectons. Mais également, je crois quand même qu'il y a une combinaison entre les deux. André Luther-Meka, alors, comment vous entrevoyez cette suite avec la levée du blocus autour de Maurice Kamto? Vous pensez qu'il reviendra encore plus incisif? Éventuellement, comment réagirait le gouvernement? Le dit, il est comme il reste dans la ligne de mire. Au moindre frémissement, on ne peut pas jurer de ce qu'il en sera. Écoutez, moi je ne suis pas venu parler de Maurice Kamto, de son avenir politique, de son passé politique, ou de sa haute surveillance, parce qu'il menaçait le pays, n'est-ce pas, d'insurrection. Ce qui m'intéresse, c'est les idées que certains veulent vendre autour de Maurice Kamto. Mais il faut que ce soit clair. On ne revendique pas la réforme du code électoral à Oja ou au siège au Grand Moulin. La réforme du code électoral se fait notamment à l'Assemblée nationale.
ça se fait au Sénat. Donc, vous comprenez l'hérésie politique, peut-être même le fétichisme politique, des personnes qui abandonnent les institutions où tout se décide dans le cadre, n'est-ce pas, de la réforme des lois pour les revendiquer au quartier. Bon, moi je ne comprends pas cette politique-là. Je cherche à comprendre la logique de celui qu'on dit qu'il est professeur de droit. D'ailleurs, beaucoup le scandent comme l'un des meilleurs en Afrique. Bon, je ne sais pas. Mais je suis d'autant plus dubitatif. Vous devez savoir, vous êtes quand même à l'université. De votre position, vous pouvez je veux dire, avoir un aperçu sur la prestation, la performance ou les qualifications. Personnellement, j'ai entendu parler de lui. On dit de lui qu'il est grand professeur. Je ne sais pas. Vous n'en savez rien? Je n'en sais rien parce que c'est dans la conduite politique, dans la logique politique, dans l'idéologie politique qu'on juge les vrais hommes de valeur. Non, là c'est la politique. Mais je dis qu'en tant que professeur, vous n'en savez rien. Non, ce que je veux dire, c'est que s'il était professeur, il devait professer en politique. D'accord. Vraiment, député, en un mot. Non, laissez-le. Non, non, vous ne connaissez pas. Je voulais dire du thème. Moi, j'ai modestement fait sciences juridiques et politiques. Vous n'êtes pas passé par là. Vraiment, on peut reprocher la démarche politique du professeur Kamto, mais pas sa qualité d'université. Le ministre Kamto, je vais le dire aux gens, pour ceux qui ont fait droit international, quand vous tapez sur Google Kamto, c'est référence en termes de droit international. Dans nos facultés sans juridique et politique, on est fiers d'ailleurs de la voix. Sa démarche politique, vraiment, on n'allait pas mettre la pression. On est fiers d'avoir en tant que politicien, en tant que politique, je crois qu'il est un peu très piètre, mais pas comme juriste. Vraiment, c'est un des brillants que le Cameroun connaisse. Paul, vous n'allez pas mettre la pression. Bon, non, mais je ne vais pas prendre les phases de méthode. Moi, j'aime bien. Vous savez que chacun... Écoutez, monsieur Ndjok ne peut pas parler des professeurs plus que moi, puisque je les fréquente habituellement et je les connais. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vois l'admiration d'un étudiant qui a admiré notamment son professeur au pupitre en train de professer le droit. Mais j'aimerais être clair, monsieur Ndjok, je ne peux respecter qu'un enseignant que sur les valeurs qu'il donne à la société, sur les références qu'il apporte dans sa démarche politique. Et à ce niveau, lorsque je fais une anamnèse de ce professeur que vous admirez tant qu'il a été votre enseignant, je me pose des questions sur son professorat. Quelles questions vous posez-vous? La question que je pose, c'est comment un professeur de droit, dit-on éminent, d'ailleurs, ces étudiants le scandent sur ce plateau, peut C'est son étudiant, M. Mika. On n'est pas membre du curatorium. Laissez-le poursuivre. Vraiment. Allez-y. Laissez-le poursuivre. C'est le minimum. Vous posez la question de savoir comment c'est. C'est un piètre politique, je suis d'accord avec vous. Sa démarche questionne d'ailleurs, mais jamais on ne remettra en cause sa qualité d'université. D'accord. Vous êtes en train de vous contredire, parce que vous ne pouvez pas être un éminent professeur et être un piètre politicien. Parce qu'en fait, non. C'est deux activités. Non, monsieur Ndjok, vous le connaissez. Monsieur Ndjok, vous ne verrez rien. Monsieur Ndjok, il est mieux que vous appreniez. Il est mieux que vous appreniez. Vous avez lu Le Savant et le Politique. Christian Ndjok. Bon, non, ce que je voudrais vous dire, laissez-le terminer. Ce que je voudrais vous dire, c'est que on parle de la praxis. La praxis, c'est quoi? Après la connaissance, l'action. Et je peux vous dire que ceux qui orientent le monde, ceux qui posent les idéologies du monde, ceux qui font même la révolution du monde, sont des professeurs, sont les savants qui donnent la ligne à suivre. Donc, vous êtes en train de me scander, de m'exalter un enseignant qui, effectivement, est au nord, n'est-ce pas, de ce qu'il apprend. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous en donner un. Voilà un enseignant de droit. Éminent enseignant de droit. Vous pouvez même dire qu'il est le pape. Il peut s'évanouir. Puisque vous êtes plein d'admiration. Qui se retire des institutions, qui se retire des instances où on fait des lois, où on légifère, et qui revendique la réforme étant dans l'informel. Vous avez déjà vu un professeur comme ça, qui fait la théorie de la révolution dans la rue, et qui ne mesure pas la masse critique politique qui peut, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait basculement. Il est tout à fait évident que lorsque on fait ce diagnostic, on se pose des questions s'il est véritablement un professeur. Parce que si vous êtes professeur de langue française et que vous voyez le même professeur de langue française n'arrive pas à enseigner la grammaire
au quartier n'arrive pas à corriger le français au quartier, mais on peut douter de sa qualité de professorat. Donc, je voudrais chuter en disant que il est important aujourd'hui de savoir que M. Maurice Kamto a raté le coche pour la simple raison qu'il a voulu surfer dans un champ politique que les Camerounais n'aiment pas. Lequel? L'insurrection. Parce que les Camerounais ont connu des moments difficiles dans les indépendances. Et notamment, il y a une problématique aujourd'hui où ceux qui ont accompagné les libertés promues par le chef de l'État se disent que c'est un profiteur. Parce que vous ne pouvez pas à la fois, ayant travaillé au gouvernement, gagner des marchés. Et d'ailleurs, c'est l'un des ministres qui avait un cabinet et qui gagnait les marchés étant ministre et qui continuait à gagner les marchés du code pénal et qui un beau jour dit qu'il est opposant. Il a gagné quel marché étant ministre? Mais, monsieur Bitibita, je vous informe donc. C'était lequel? Mais le marché sur Bakassi, son cabinet était inclus. Son cabinet était inclus. On appelle ça délit d'initié. Il y a eu un marché sur Bakassi? Bien sûr. Tous les cabinets qui étaient inclus dans la gestion de Bakassi, c'était géré par des cabinets qui notamment avaient une expertise et des émoluments. D'accord. Bon, je ne vous parlerai pas du code électoral qu'il a écrit, du code pénal, où il allait dire qu'on doit condamner les mendiants et tout ça. Mais c'est absurde. Merci, André. Donc, je suis d'accord que M. Ndjok l'admire comme grand professeur, mais j'ai quand même des questions à me poser là-dessus. Pierre-Emmanuel et puis Paul, et on passe au deuxième thème. La raison est l'apanage de tout le monde, tout comme la vérité. La vérité est universelle. Nul ne peut ignorer la vérité ou la travestir. Quand M. Ndjok loue les mérites intellectuels, académiques du professeur Kamto, le président élu, tu sais quand même qu'il a changé de grade ça veut dire que ça veut dire que quoi qu'il ne partage pas son idéologie politique, ça veut dire que c'est une imminence en matière de droit international. C'est là-bas qu'il a changé de grade. Donc, le professeur Kamto est un génie. Tout comme... parce qu'il faut que M. Luther Meka comprenne que leur système de diplôme qu'ils ont mis en place avec des professeurs de 32 gigas égal à 500 gigas, avec les ministres des chauves-souris... C'est pas le ministre, c'est pas le ministre qui l'a dit. Ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un génie. Et c'est effectivement pourquoi nous sommes dans une telle situation aujourd'hui. Tout le monde, vous ne pouvez pas parler comme ça de quelqu'un qui a sauvé un territoire, Bakassi, reconnu mondialement et par l'ONU. C'est le président Biya qui a décidé. Donc c'est une imminence intellectuelle. C'est le président Biya qui a décidé d'aller à la Cour de justice. Maintenant, ce que moi je veux dire, il ne faut pas effacer l'histoire. Moi, je reviens sur la position du MRC par rapport à toutes les crises que le Cameroun traverse. Il faut que le gouvernement du Cameroun, le régime de Paul Biya, sache que nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer la lutte. Nous allons continuer à mettre à exécution notre calendrier d'activité. Rien ne va nous perturber. Même pas ces arrestations que nous venons de subir et l'assignation à résidence surveillée du président Kamto. Nous avons notre calendrier. Si la crise anglophone continue et que le gouvernement camerounais ne s'avise pas de rassembler tout le monde autour d'un dialogue pour trouver des voies et des moyens pour résoudre cette crise anglophone, les manifestations vont continuer. Ça, il faut que le gouvernement camerounais le sache. Nous n'allons pas abandonner. Dernière prise de parole sur ce premier sujet. Je voudrais intervenir pour dire à Meka de ne jamais faire la confusion entre la scène politique et la scène universitaire. La politique est un monde totalement différent. C'est une autre école où vous apprenez des choses, où vous apprenez beaucoup de choses. Je vais lui prendre l'exemple dans son parti. Ça veut dire que si on va dans sa logique, le RDPC a les piètres professeurs du monde. Pourquoi? Parce que Meka ici présent est le fils spirituel de Madame Founi. Madame Founi n'a pas fait d'études supérieures, mais elle a battu
tous les professeurs du RDPC, qu'ils soient à Douala 5, notamment le professeur Bob Gamoué, qui, moi, est un très brillant enseignant, qui a été mon enseignant à... Bon, je veux pas citer un excellent... Je ne dis pas les élections en interne. Madame Foni a battu tous les intellectuels du RDPC à Douala 5. Pourquoi? Parce que la politique n'est pas une affaire de diplôme, ce n'est pas une affaire d'université, mais c'est une affaire de pragmatisme, c'est une autre école. Ne jamais créer la confusion entre la politique universitaire. M. Kamto est un très brillant universitaire, c'est un excellent avocat, il est reconnu sur la scène internationale. Ce n'est pas nous, ses compatriotes, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ses idées politiques, de remettre en cause ses valeurs humaines et ses valeurs professionnelles et universitaires. Moi, je refuse de m'inscrire dans ce registre et je dis il ne faut plus jamais amener ce genre de débat parce que la politique est un monde totalement différent du monde professionnel ou universitaire. Merci à vous pour cette première partie de l'émission. Alors, Pierre-Emmanuel a souhaité nous quitter. Pierre-Emmanuel Bignam, simplement parce que le MRC a choisi de ne pas débattre des questions, ou alors de ne plus débattre. Des questions autour des élections régionales auxquelles ce parti n'a pas participé. On va donc vous remercier pour cette première partie, en espérant vous avoir pour d'autres thèmes. Entre-temps, on va prendre la transition et ça permettra à Pierre-Emmanuel, attention une minute, ça permettra à Pierre-Emmanuel de nous quitter. On revient derrière pour la suite de l'émission. Faut juste enlever le micro. On vous laisse avec le tapioca, mangez bien. Voilà. Si on a l'antenne, il n'y a aucun tapioca au menu, Pierre-Emmanuel. Bon retour. Non, le tapioca, c'est bon. Cela dit. Élection régionale, on va donc essayer de spéculer sur les premières leçons de ces élections-là, messieurs. Alors, de prime abord, on pourrait dire un résultat sans surprise. Hein. Je veux dire que quand on regarde les premières tendances, je crois que dans le sud, on a déjà les résultats. Ici, dans le littoral, les résultats étaient connus aujourd'hui. Demain, on sera au centre. Les premières tendances sont connues. Le RDPC, dans la majorité, avec une majorité de conseillers régionaux. Ensuite, il y a l'UNDP qui s'est positionné également dans ces régions-là, dans ces régionales. D'ailleurs, c'est le seul parti de l'opposition qui réussit pour l'instant. Pas le seul, l'UDC aussi. Ah, l'UDC. Ouais. Non, l'UDC, c'est dans le nom. Dans le village. L'UNDP, c'est dans la Damawa. C'est même l'opposition. C'est dans la Damawa. Bon, c'est vrai que c'est un parti de la majorité présidentielle. C'est bien de le souligner. Bref, première analyse, première lecture. Bon, déjà, il n'y a pas une grosse surprise en dehors d'un cas spécifique sur lequel nous allons arriver. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, c'était prévisible que le RDPC allait faire une razzia. Avec Joseph Espoir Billon, c'était prévisible que le RDPC allait faire une razzia. Simplement parce que les régionales découlent des élections municipales. Donc, le fait d'avoir remporté largement les municipales donnaient déjà une avance au RDPC. Vous avez vu, notamment au niveau de l'élection à la tête des mairies de ville, ça s'était déjà confirmé. Pour les régionales, c'était prévisible. Ce à quoi on s'attendait quand même, c'est de voir l'UDC dans le Noun, le PCN dans l'Union Ekele, l'UNDP dans certains départements, dans le Grand Nord, parce que c'était des partis politiques qui, sur le plan de la cartographie électorale des régionales, avaient un avantage sur le RDPC dans ces zones. Dans le Noun, l'UDC a eu 74%, ils ont fait la majorité absolue. Dans la Damawa, vous avez un département où l'UNDP a eu 132 voix contre 129 pour le RDPC. Mais dans l'Union Ekele, où le PCN avait 3 voix d'avance, nous tous de l'opposition comptaient au moins sur le PCN pour prendre aussi l'Union Ekele, afin qu'on ait au sein des conseils régionaux à l'ouest l'UDC, que nous ayons dans le centre le PCN et l'UNDP dans une moindre mesure, étant donné que c'est un parti à majorité présidentielle. Malheureusement, le cataclysme, il est venu d'Union Ekele. Pourquoi? Parce que 31 conseillers du PCN ont décidé de ne pas accorder leur confiance à leur propre parti politique. Et moi, j'avais dit depuis que cette élection,
j'étais prêt à mettre ma main au feu que le RDPC aurait plus de voix que son nombre de conseillers municipaux dans toutes les circonscriptions au Cameroun où ils allaient aller. Dans le Voé, vous avez 17 conseillers de l'opposition qui ont préféré voter le RDPC. Et je rappelle que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. En 2013, au sénatorial, ça s'était passé, mais on avait banalisé cela simplement parce que c'était la première élection avec un collège électoral qui était celui à l'époque des conseillers municipaux, puisque les sénateurs doivent être élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Les conseillers municipaux de l'opposition avaient voté RDPC. En 2018, c'était encore plus grave parce que vous aviez, par exemple, dans le cas de vous aviez le SDF, le MRC, je crois le MPLG et qui ont voté le RDPC au sénatorial. Et ce sénatorial de 2018, je vais vous raconter une anecdote. 2018, la tête de liste de l'UDC sénatorial, M. Sambaka, il reçoit un coup de fil des conseillers municipaux du RDPC à Yabassi qui lui disent qu'ils sont en pleine attente, qu'il doit aussi les recevoir, puisqu'il est candidat sénatorial. Il les reçoit, il les accueille. Tout se passe bien, ils disent qu'ils vont lui accorder ses suffrages. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter leur parti d'origine, qui est le RDPC. Il les a reçus comment? Il les a bien reçus ou mal reçus? Non, mais quand vous savez, en campagne, on reçoit... Je sais pas, même vous, Dibita, vous avez reçu pendant la campagne. Vous êtes quand même un journaliste. Non, mais bon, moi, je vous recevoir en 2025. C'est pour ça que je demande... Non, c'est pour ça que je demande en quoi consiste recevoir. Non, recevoir, c'est dans le sens où vous devez battre campagne, leur expliquer votre projet pour la région. Dans ce cas, je vous attends plein pour la région. Il n'y a pas besoin d'une réception particulière. Je vous attends à Omnisport. Où je écouterai vos et donc, ils ont choisi. Voilà, vous faites le porte-à-porte, vous avez chez moi et je vous écoute. La leçon à tirer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le RDPC arrive à arracher la confiance des conseillers de l'opposition. Par contre, nous, l'opposition, nous n'arrivons pas à arracher la confiance des conseillers du RDPC. Ça veut dire que le RDPC est un socle granitique solide, où il arrive, peu importe les moyens, même s'il y a les charters, il y a tout ce qu'on le RDPC gagne sans fraude. Et on ne peut pas parler de fraude à cette élection. Il faut être d'une très mauvaise foi. Ni la fraude, ni le code électoral n'ont voté dimanche. Il faut être sérieux, il faut être sincère. Et je vais chuter par là, c'est pour dire que nous devons réfléchir aujourd'hui, nous, l'opposition. L'objectif ne doit même pas être d'aller chercher dans le RDPC, parce que nous apprenons par cette élection que le RDPC tient de main ferme ses militants. Ce qu'il a fait aujourd'hui, nous, l'opposition, c'est de travailler sur une nouvelle électorale, aller chercher tous les Camerounais qui ne sont pas aujourd'hui engagés en politique ou qui le sont, mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, etc. Parce que c'est là où l'enjeu va se passer. Allez faire 11 millions d'inscrits. C'est une action qui a été salutaire, nous étions tous d'accord avec. Il faut toujours le faire parce que c'est la masse électorale qui fait basculer le jeu. Votre première lecture? Mon cher frère le député, ma première lecture, c'est que vous savez très bien, comme Eyum Paul a dit, c'était une élection, vraiment, on savait déjà, c'était pas un secret que tout le monde le sait, que le RDPC partait déjà gagnant. Mais le flop, c'est nous l'opposition. Comment ça? L'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on est très surpris que, je peux citer, hein, bien sûr, il y a des candidats du SDF, du PCRN, du PURS, si vous voulez. Votre ancien parti? Mon ancien parti, je fais un table gentil. On n'arrive pas à comprendre comment les partis d'opposition n'arrivent pas à être unanimes. Aujourd'hui, cela fait honte. Et comme disait tout à l'heure mon cher frère Eyum, nous devons repenser notre façon de faire. Le problème est très profond parce qu'aujourd'hui, le RDPC est une machine qui a tout en sa faveur, une machine qui a tout en sa faveur, qui a de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, sur ce genre d'élection, c'est l'argent qui a joué, M. Eyum. On le sait très bien, nous sommes tous Camerounais, députés, on ne va pas cacher les choses. C'est décembre, c'est ça. Oui, c'est décembre, et puis il y a eu la Covid-19, il y a eu des salaires où on a fracturé en deux, il y a des personnes qui ont été en congé technique, et les frères de mon cher ami et né politique Meka ont profité de cela. Parce que comment pouviez-vous expliquer que l'opposition est tombée aussi bas dans ce pays? Mais non,
Arrêtons un petit peu. Je profite pour saluer l'Adamawa qui a montré, la région d'Adamawa, qui a montré ce qu'il fallait faire. Parce que l'UNDP, bien que c'est un parti de la majorité présidentielle, l'UNDP a quand même montré, les personnes de l'Adamawa ont montré que, vous savez très bien que les communes vont être autonomes aujourd'hui. Ils ont montré qu'ils ne peuvent faire confiance. On espère très bien, comme vous le dites, mon cher frère Eyoum, on espère très bien, mais ils ont montré qu'ils ont remis la confiance aux enfants du pays. Parce qu'aujourd'hui, le RDPC est persona non grata dans toutes les 10 régions. Mais ils arrivent encore à payer la conscience des Camerounais parce qu'ils ont installé la tricherie, ils ont installé, comment je peux vous dire, c'est la fraude, plein de choses. Mais monsieur Meka, je ne sais pas ce qui vous fait rire parce qu'aujourd'hui, nous le savons tous, le RDPC est le seul parti politique qui a peur des élections dans ce pays. Allez au jour des élections, monsieur Dipita, vous êtes un journaliste neutre, mais nous on voit les sacs d'argent qui sont dans les salles de vote. Des bureaux de vote. Mais vous pensez quoi? Mais on a même les sommes. Hein. On a dit qu'on a payé 350 000. L'argent circulé pendant ces régionales. Oui, c'est régional. C'était clair. Comment expliquez-vous? Vous nous disiez à l'instant qu'il n'y a pas eu de fraude. Comment expliquez-vous? La fraude peut être intellectuelle, monsieur Dipita. Il y a eu l'achat des consciences. Il y a eu l'achat des consciences. Comment expliquez-vous le SDF, par exemple, qui n'avait pas de candidats, ils ne sont pas restés à la maison? Bon, ça, je ne peux pas laisser quand même dire ça sur ce Le plateau. SDF n'est pas resté à la maison. Ils sont allés voter aussi. Ils n'ont pas voté Moi, un parti de l'opposition. Ils ont voté le RDPC. Le conseil municipal du PCN qui a donné la procuration à un maire du RDPC. Vous croyez que c'est Est-ce que c'est une forme Non, vous croyez que c'est pour quelle raison, monsieur? Je ne sais pas, peut-être qu'il était... Non, peut-être il a eu, peut-être, même peut-être son magot, il a préféré aller en week-end avec sa femme. Il a dit que mieux le maire lui-même, il a voté directement pour Si, allez-y. Oui, donc vraiment, moi je pense que d'un côté, on est un petit peu satisfait parce que c'est une avancée. Vous savez très bien que au Cameroun, ce n'est pas les bonnes choses qui nous manquent. On est toujours champion en prenant les avances parce qu'aujourd'hui, on est très satisfait que la décentralisation va être là d'ici 2021. Mais est-ce que alors on va laisser les personnes travailler? Est-ce que les maires seront alors autonomes? Mon cher frère Meka, est-ce que vos administrateurs civils qui sont les complices du RDPC vont laisser alors nos maires, comme mon maire de Douala deuxième, travailler parce que d'ailleurs je la salue et qu'il y a beaucoup de travail à faire à Douala deuxième. Mais non, il faut qu'on arrête un petit peu ça. Et le problème aujourd'hui, mettons-nous au travail, comme Paul m'a dit, qui se met au travail? Nous, l'opposition. Il y a un gros problème dans l'opposition. Mais je vais un petit peu percer la plaie, monsieur Dipita. Vous savez, je vais vous dire, tant que nos leaders d'opposition ne vont pas respecter, ne vont pas encadrer leurs militants que nous sommes. Parce qu'il y a aussi ce problème. Hein. Vous avez certains leaders d'opposition qui nous disent qu'on ne paye pas le militantisme. Mais non! Comment on ne paye pas le militantisme? Aujourd'hui, on voit Cissé Bamanga parler à la télévision. C'est très bien beau, mais quand M. Ndiok, vous le savez très bien, quand des associations débarquent devant ma maison pour demander présence, c'est ça, alors que je ne suis même pas président. Mais il y a certains conforts qu'on doit être là pour être accompagné et pour travailler pour les populations et pour travailler pour notre pays. Parce que c'est là où le RDPC a réussi à avoir tout le monde. Parce que le RDPC, M. Bekale, voilà, il est dans un petit confort aujourd'hui. Hier, on mangeait bien haricot. Aujourd'hui, il mange des cornflakes avec le lait. Mais son parti RDPC a réussi à le mettre dans un certain confort. C'est obligé qu'il m'arrache les militants. C'est parce qu'il vient sur le plateau. Parce qu'au moins, il peut dire des militants, à ses militants certaines choses que moi, je ne peux pas dire. Mais non, c'est pas amusant, M. Eyoum. On a un gros problème, nous l'opposition, avec nos leaders. Nous devions travailler dessus avant même d'être front face au RDPC. C'est parce que Meka vient sur les plateaux qu'il a eu le confort dont vous parlez. L'article 2 est passé. Non, monsieur Dipita, on se connaît tous en détail. Moi, je ne sais pas, c'est pour ça que mon frère Meka, aujourd'hui, il peut m'arracher un militant, je le dis. Un militant. Voilà. Ok. Alors, pour reprendre un peu ce qui a été sommairement dit, André Luther, y a-t-il eu achat de vote, fraude? Je veux dire qu'effectivement, que les performances s'interrogent. Il a rappelé quelques statistiques tout à l'heure. Les électeurs SDF, les électeurs PURS, un électeur PCRN, 31 électeurs PCRN dans l'Union Ekele, même si 17 électeurs dans RDPC, dans la meuf à Famba ont également voté le PCN. Voté le PCN. Y a-t-il eu ce jeu Bon, je comprends que les jeunes ne puissent pas comprendre la politique.
et ne partent pas au fond de l'analyse politique. Parce que le véritable problème, c'est que les régionales qui ont eu lieu récemment, très récemment, ont commencé depuis les municipales. Et ceux qui ont la prospection politique devraient normalement savoir que les élections municipales et législatives, notamment municipales, qui avaient eu cours dans les échéances passées, devaient également engager les élections régionales. Vous avez constaté que le MRC, qui notamment avait le vent en poupe, notamment dans les villes cosmopolites comme Douala, s'est retiré des élections et n'a pas eu d'élus. Et notamment, la conséquence directe, c'est qu'au régional, ils ne pouvaient pas participer. Le même problème avec le SDF, qui notamment a régressé en termes d'élus, et qui n'avait pas le poids nécessaire pour pouvoir peser lourd au niveau des régionales. Et notamment, le PCRN, qui n'a pas pu impacter son fief politique dans le Nyon Ekele. Mais j'aimerais vous dire que les élections locales ont une légère différence du fait que ce sont des élections où le lien avec le votant est interpersonnel. C'est-à-dire que au-delà de la casquette politique, au-delà de l'effigie politique, on vote la personne. Et c'est en cela que vous allez constater que certains partis politiques n'ont pas l'aura nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, faire basculer la balance. Je vous prends l'exemple dans le Nyon Ekele, où notamment le PCRN n'a pas pu conforter sa place pour la simple raison que lorsque l'élection devient locale et que les élites politiques, les forces vives politiques de la localité s'engagent, vous comprenez effectivement que le parti n'a pas de cadre. Et je reviens également sur ces partis qui n'ont pas de cadre, parce que j'ai constaté que le PCRN n'a pas assez de cadre, le PURS n'a pas assez de cadre. Et vous allez voir que l'UNDP, qui est un parti notamment, a des cadres, parce que c'est dans les élections locales qu'on sent l'importance des cadres. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de constater que le RDPC a toujours été un parti fidèle, avec des militants fidèles. Je vous demande de jeter un coup d'œil profond dans le RDPC. Vous n'allez pas voir des militants flottants, c'est-à-dire qui partent de parti en parti. Mais vous allez remarquer que dans le MRC, il y a eu la transhumance politique. Les gens sont quittés du SDF pour arriver au... Il y a quand même des militants qui sont partis aussi du RDPC. C'est une portion congrue. C'est une portion, oui. Et qui dit notamment Adamou Damdjoya. Mais le véritable problème, il était à l'UNC. Mais non, mais il ne faut pas créer donc, confusion. Dès le départ, il était au RDPC, ça c'est évident. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, ce qui est important de retenir, c'est la solidité du RDPC au niveau, n'est-ce pas, de la fidélité dans le vote. Parce que vous avez constaté que les voix ne se sont pas dispersées dans le RDPC. Au contraire, il y a eu, n'est-ce pas, des voix qui venaient de l'opposition. Maintenant, pourquoi les voix viennent de l'opposition? Ce n'est pas toujours pour de l'argent. Les voix peuvent venir de l'opposition par rapport à la fédération d'un candidat. Et les problèmes internes aussi. D'abord, la fédération même d'un candidat. Et sur d'autres plans, des alliances politiques, ça existe en politique, des alliances politiques. Des alliances, notamment, lorsque vous êtes en peine. Vous savez, M. Kodok avait dit que lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher même sur un serpent. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu la corruption dans ces élections, parce que, quelles qu'en soient les équations qui ont été mises, le RDPC allait sortir vainqueur. Il est donc arrivé notamment que le RDPC est sorti plus que vainqueur, notamment dans je crois, les 9 régions. C'était dans la Damawa, l'UNDP et une partie de nous. Donc, la leçon que nous devons retenir, c'est la leçon, n'est-ce pas, de l'efficacité du RDPC. Le RDPC est le seul parti politique qui est implanté dans toutes les régions, et le RDPC est le seul parti politique qui a la discipline du militant. C'est-à-dire que lorsqu'on donne la consigne de vote, ce vote se réalise à 100%. Donc, tous ceux qui prennent des stratagèmes pour dire que c'est la corruption, je ne peux pas témoigner de cela. D'accord. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu corruption.
ils ne se sont pas préparés dès le départ et c'est comme on arrange son lit qu'on se couche. Christian Diok, qu'est-ce qui peut expliquer, j'ai failli dire, ce désagrément que votre parti a notamment connu dans l'Union Akélé, mais également ce vote ici à Douala d'un de vos militants pour un autre parti, du moins pas le vôtre, parce que sur les 20 électeurs que vous aviez ici, il y a au moins une voix qui ne vous est pas revenue. 22. C'est 22. Sur 22, voilà, il y a au moins une voix qui ne vous est pas revenue. Plus de voix, on a dit. Et Joseph Espoir Béon nous a appris qu'il y a au moins un militant chez vous qui a fait défection. Il y a aussi quand même cette surprise que vous engrangez dans la Meufou et à Famba. 100 conseillers municipaux, vous raflez 17 sièges, 17 voix. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela? Oui, monsieur Dupita, voyez-vous, je suppose que j'aurai un peu plus de parole que les autres sur la question. Il est un peu embarrassé. Parce que visiblement, je suis embarrassé. la personne la plus... Vous parliez de diversion tout à l'heure, j'espère que nous ne sommes pas avec vous. Monsieur Dupita, vous savez bel et bien que nous faisons pas la langue de bois au PCRN. Je voudrais rassurer les uns les autres. Déjà, je voudrais commencer par l'incohérence analytique de M. Mika, qui fait, n'est-ce pas, qui fait une grave erreur. Et je crois que c'est un peu répétitif. Déjà, je suis Ndjoya Moussa aussi le fait, qui ne font pas la différence entre le fief électoral et le bastion électoral. C'est-à-dire, en cartographie électorale, c'est deux notions bien distinctes. D'accord? Donc, vous n'allez pas nous ramener le PCN, n'est-ce pas, l'individu Kaba, c'est-à-dire à sa filiation, du fait qu'il soit Bassa, des écarts, vraiment, il faut qu'on arrête. Deuxièmement, je voudrais également effectivement dire aux uns aux autres que nous promouvons une autre façon de faire la politique, M. Dipita. Voyez-vous, nous avons insufflé une nouvelle dynamique et avant de, n'est-ce pas, questionner un peu les grilles analytiques qui sont celles de la supposée défaite qui est la nôtre, je voudrais effectivement, M. Youm, laissez-le poursuivre. Laissez-le mot juste, elle n'est pas supposée, elle est réelle. Laissez-le poursuivre. Je vais revenir, on va rebondir après, parce que moi, c'est dans le déni. C'est une évidence. Non, Paul, je suggère qu'on le laisse dérouler, qu'on prenne des notes, parce que même je vais rebondir sur ce qu'il a dit en première partie là. Mais qu'on prenne des notes et puis qu'on revienne. Laissez d'abord aller au bout de son idée. Monsieur Dipita, vous convenez avec moi que c'est moi qui parle pour le PCRN sur ce plateau. Ah, bien sûr. Voyez-vous. Et que quand on a convoqué les régionales, j'étais sur ce même plateau et vous avez donné quels sont les objectifs qui étaient les nôtres. Si nous étions sur ce plateau, il me semble qu'aujourd'hui, on peut évaluer effectivement ces objectifs. Mais je voudrais saluer effectivement l'intérêt que nous porte l'opinion publique de cette défaite, à quel point nous démontre à quel point nous sommes grands. Voyez-vous, j'ai vu, je vais citer les noms, vous permettez, j'ai vu Mutation titrée le flop magistral. Voyez-vous, tout un quotidien Mutation, Seigneur. Si on aurait pu le faire par le passé, on n'a pas eu cette popularité par le passé. Et même, je vais aller au-delà, Equinox, pour la première fois, dans son journal de 20 heures, titré défaite cinglante du PCN. Ça veut dire que vous voyez un peu comment cette petite défaite, autant pour moi si vous voulez, qu'on a parlé plus de cette petite défaite que les grandes victoires que les autres ont engrangées. Restons seulement sur cette première grille de lecture. Je peux relancer déjà moi à ce niveau. Mais ça peut aussi se comprendre. Je veux dire qu'avant les régionales, on a quand même vu le discours de vos candidats, de vos dirigeants autour de ces élections qui partaient tellement confiants qu'on s'est dit on verra bien ce qu'il en sera après l'élection. Donc si les gens donnent l'impression, notamment nos confrères, que la souris a accouché d'une montagne, c'est plus ou moins compréhensible. La montagne a accouché d'une souris. Ah pardon. Monsieur Dipita, ça c'est de vous, ce qui n'est pas de nous. Ça c'est de vous, ce qui n'est pas de nous effectivement. Je suis en train de dire, si je veux me faire une analogie avec l'élection américaine, voyez-vous, entre la question de Biden et Trump, pour revenir, pour convoquer maintenant la logique des grands électeurs. Non, pour vous dire effectivement qu'au PCRN, M. Meka, retenez-le, il n'y a pas de vote censitaire chez nous. Nous n'alignons pas les gens comme on a vu le cas, pour prendre le cas de Yabassi, comme le bétail électoral, pour dire on voit comment des pères et mères de famille, on les aligne comme ça, tout doit que marcher. On les bloque dans un hôtel pour y arriver. Le président, l'honorable Libby Cabral, a fait lors de la grande veillée électorale, le 5, parlant, n'est-ce pas, aux camarades d'Union Ekele, il leur a dit votez en âme et conscience. Et cela, M. Dipita, on peut retenir deux ou trois choses. Primo, c'est la liberté d'opinion et de ton
qu'il y a effectivement sur notre appareil politique. Deuxièmement, cela nous permet effectivement de comprendre pour les analystes et autres qui parlaient de notre collision, supposée collision avec le RDPC, que nous n'en sommes effectivement pas amis. Troisièmement, de comprendre que nous n'avons pas pour bastion électoral le fief de naissance, si vous voulez, de l'honorable président Libby Cabral. Vous avez vu la PSC que nous avons faite, par exemple. Pourquoi on veut seulement parler des conseillers perdus, M. Youm? Pourquoi voulez-vous seulement parler des conseillers qui ont voté d'autres partis dans l'Union équilibrée? Mais vous ne voyez pas les autres conseillers du RDPC. Nous avons engrangé 17 voix dans la MEFOA Famba. La MEFOA Famba, si je vais aller dans le même sens que M. André Lutemeka, qui est considéré, pour reprendre son beau, Fameux Ndongo, qui est considéré comme étant le fief, le socle granitico-identitaire du président Paul Biya, mais nous sommes allés et avons eu 17 voix. Voyez-vous, je ne vais pas citer le cas du Mbéré, où nous sommes en progression fulgurante. Le Mbéré, c'est dans la Damawa, où l'UNDP est potentiellement vainqueur. Prenons le cas d'Alunkam, à Yabassi, et même dans le Vouri. Nous avons 18 conseillers municipaux issus des élections de février 2020 dans le Vouri. Mais nous avons eu 22 voix, M. Dipita. Voyez-vous, donc on ne peut pas questionner. On ne peut pas seulement s'arrêter à ce qu'a dit un militant de notre parti politique pour montrer effectivement que sur d'autres plans, nous avons engrangé beaucoup de choses, nous avons compris, nous avons évalué. Et nous continuons d'évaluer d'ailleurs. Nous avons effectivement compris la mécanique des élections indirectes, parce que là nous étions dans le cadre d'un scrutin indirect. Du point de vue numérique, nous savons à quoi nous attendons, mais nous sommes allés, on vous l'a dit, au rang, n'est-ce pas, des objectifs qui étaient les nôtres, c'était le rodage de notre machine, de notre appareil politique. Et je vous assure, on l'a eu à 120%. Voyez-vous, M. Youm, on a défendu nos idées. On a vendu notre projet de société, on a vendu notre activité programmatique, on a vendu la vision que nous, on a de la régionalisation. La régionalisation que nous voulons du point de vue du PCN, c'est-à-dire identitaire. Juste une dernière relance avant de prendre Paul. Tout à l'heure, vous évoquez la différence entre le bastion et le fief. C'était quoi l'enjeu? Oui, effectivement, c'était pour dire à M. Meka de sortir, parce que là, il le fait à dessein. Voyez-vous, quand il parle de bastion, c'est-à-dire qu'il veut ramener la chose, n'est-ce pas, à l'origine, il veut dire quoi, à l'ethnie. C'est-à-dire qu'il veut ramener le parti à l'ethnie de M. Kaba. Parce que Kaba, le président du PCN, est ambassade de l'Union Ekele. Ils veulent nous cloisonner dans l'Union Ekele. Malheureusement, vous avez effectivement vu que c'est dans l'Union Ekele où on n'a pas été voté. C'est-à-dire, on sort de là. On a davantage été voté ailleurs. Nous, on a une ambition nationale, M. André Lutemeka. Nous allons prendre le pouvoir en 2025. C'est ça l'objectif du PCRN. Nous allons arriver. Vous avez peut-être les dernières années à gérer le pouvoir. Nous allons corriger toutes les erreurs qui sont vôtres. Nous avons une vision nationale. M. Dipita, est-ce que vous prenons par exemple le cas de la présidentielle? Parce que chaque fois j'entends, on le dit sur certains médias. Est-ce que vous savez qu'on a perdu la présidentielle en Sanaga maritime? Peut-être ça, les gens ne le savent pas. Par contre, on a eu plus de voix à Mokolo. On a eu plus de voix à Kousseiri. Je dis ces deux départements. Je ne veux même pas dire le Mbéré où on a gagné que dans l'Union Ekele, qui est le département de naissance du nouveau président Kabal. Et même, permettez que je chute, je voulais dire à l'attention des honnêtes citoyens camerounais qu'on a plus de membres encartés, par exemple dans le Mayokani, que dans l'Union Ekele. Donc vraiment, sortez de cette analyse, de cette approche tribale. On sait que vous avez tribalisé la scène politique et la scène publique, la vie publique camerounaise. Non, nous ne tomberons pas dans ces abaissements ethniques. Nous, on a pour objectif de gouverner le Cameroun. Nous avons un projet clair et la vision de notre parti est connue. Ce projet, nous l'avons vendu. C'est-à-dire, il s'appelle Pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. C'est ça qu'on attend, M. Adel Lutemeka. Paul, ce que je voudrais dire, c'est que dans les propos de Christian Djok, je vois qu'il n'a pas compris une chose que j'ai dit tout à l'heure. Moi, il n'y a que deux endroits que je retiens, l'Union et qu'il est la MEFOA Famba. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais c'est une analyse, je n'ai pas compris. Les objectifs sont les nôtres, ne sont pas les vôtres. Vraiment, il faut que, en tant qu'analyste... C'est ce que tu voulais aller faire au conseil régional. Une seconde. Tu voulais aller faire le trouble à l'ordre public. Donc, tu n'as plus les capacités alors. Bon, vous venez de parler pendant 10 minutes. Voilà. Personne ne vous a interrompu. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que la première chose, c'est que il se gargarise de voir que le PCA bénéficie de la confiance des autres membres de l'opposition pendant que le RDPC lui bénéficie de la confiance de l'opposition. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de bénéficier de la confiance électorale de l'opposition,
ça veut dire qu'on n'avance pas en réalité. C'est de bénéficier de la confiance soit de ceux qui font la masse du RDPC, soit d'une nouvelle électorale. Et nous devons travailler là-dessus. Ça ne sert à rien. Le SDF, l'UDC, tous vont voter le PCRN, c'est déjà une bonne chose. S'ils l'avaient fait, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. C'est déjà un premier point d'opposition. Deuxièmement, s'ils l'avaient fait, la question qu'ils devaient demander, c'est comment arriver à battre donc le RDPC. Et c'est là où je prends dans le cas du New Ekele, la même fois Famba, dans le sens où dans le New Ekele, ils auraient dû conserver leurs voix, les 3 voix qu'ils avaient d'avance sur le RDPC pour premièrement, montrer déjà qu'ils ont l'expérience et qu'ils peuvent tenir véritablement leurs conseils municipaux pour faire confiance à leur parti. Et deuxièmement, dans la même fois Famba, où ils ont pu avoir les voix du RDPC capitaliser, expliquer pourquoi ils ont réussi là-bas. Et dans le cas du New Ekele, pourquoi il peut y avoir échec? C'est forcément il peut y avoir des problèmes internes. Et c'est là où j'entre maintenant dans les propos de Meka. De tout ce que Meka a dit, il y a une chose très intéressante qui entre dans notre nouveau projet politique. Il a parlé des cadres. Le RDPC, quoi qu'on dise, on peut le critiquer, on peut tout reprocher, mais le RDPC est un parti des cadres. Les cadres, c'est quoi dans notre nouveau projet? C'est l'émanation des leaders locaux. Les leaders locaux, c'est ceux-là qui viennent de la base. C'est ceux-là qui sont plébiscités par la base. Vous comprenez toujours tout, mais vous payez des élections. C'est ceux-là qui sont plébiscités par la base. Pourquoi? Parce qu'un parti politique, d'ailleurs, son président a pris une décision, vous avez vu ce matin, qui est une décision de violation de la démocratie. Vous ne pouvez pas, en tant que président du parti, suspendre les bureaux qui ont été élus. 2, ça viole la décentralisation. L'esprit de la décentralisation, c'est que c'est ceux qui sont à la base qui prennent les décisions, qui choisissent leurs représentants. 3, ça viole même le principe de l'État, le droit à la justice, dans le sens où vous ne donnez même pas la possibilité à ceux qui sont accusés de passer un conseil de discipline, vous le suspendez. On ne peut pas critiquer. Le RDPC est fait pareil dans l'opposition. Et c'est ces choses qu'on doit réparer dans l'émanation des leaders locaux. On doit donner le pouvoir à la base. Dire à celui qui vend le beignet, la vendeuse de tomates, le benskinet, etc., que est-ce que tu as des ambitions politiques? Quel est le projet politique que tu as? Qu'est-ce que tu nourris? Madame Foni est le cas est la meilleure allégorie qui existe. C'est le meilleur cas d'une femme qui est quittée d'une femme, entre guillemets, d'une simple dame du peuple qui a dit, moi j'ai un projet, j'ai une vision pour ma commune, j'ai une vision pour ma circonscription, j'ai une vision pour ma ville, je m'engage en politique et elle est devenue maire, elle a été députée et c'est ça l'esprit que nous devons construire aujourd'hui. Ces gens qui viennent de la base, qui sont de l'aspiration populaire, qui vont pouvoir permettre à l'opposition de s'imposer. D'ailleurs, je vais jeter par là, l'UDC, on peut le critiquer, parti tribal, parti etc. Mais l'UDC fait ce que l'opposition est incapable de faire ailleurs. C'est que malgré toute la pression du RDPC dans le NUN, l'UDC bat toujours le RDPC. Il faut se poser la question à un moment donné, pourquoi l'UDC réussit là-bas et l'opposition ne réussit pas ailleurs? Et c'est là où il faut entrer dans les arcanes de l'UDC pour aller là-bas, leur demander quel est votre secret. Parce que s'il y avait un UDC comme ça, dans seulement 30 départements, l'opposition aurait déjà pris le pouvoir. Parce que si l'opposition détient 30 départements, elle pourrait s'arranger pour avoir un candidat à la présidentielle qu'elle soutient qui prend le pouvoir. Malheureusement, tout le monde veut sauter, ils ne veulent pas avoir les leaders locaux, ils pensent qu'ils vont se retrouver à étudier en 2025 parce qu'ils sont trop beaux, ils sont trop faibles. Et c'est là où Meka a justement touché du doigt l'une des faiblesses de l'opposition, l'absence de ces cadres-là qui, le moment venu, pendant les élections locales, font toute la différence. Pendant les élections locales, le RDPC vous présente les directeurs généraux, les gens de l'administration, tout l'état-major, les élites, les hommes d'affaires, et c'est tout un état-major. Et en face, il faut des gens qui ont vraiment l'assentiment, l'adhésion populaire pour faire du poids. Vous ne pouvez pas être président du parti, vous décidez de suspendre les gens n'importe comment. Vous décidez de ne pas avoir des gens qui viennent de la base. Parce que c'est ceux-là qui peuvent faire le contrepoids. Vous prenez vos amis, vous déposez le parti, vous prenez vos amis, vous imposez comme candidat, ça crée les frustrations et vous êtes surpris après que ceux-là aient décidé de voter le RDPC. Mais c'est bien fait. Moi, je dis ça aux opposants qui ne veulent pas comprendre que c'est très bien fait. Et l'autre piège, c'est le piège des transfuges. Aujourd'hui, dès que vous êtes transfuge, on vous prend, on vous met sur les listes devant les autres. Le conseil municipal de son parti qui a donné mandat au maire Fengwa du RDPC, c'est un transfuge. Si le PCRN, par exemple, avait eu le temps, je suppose le temps, les autres, les partis d'opposition préparaient les listes, ils préparaient les candidats, ils auraient des militants à la base qui sont attachés aux convictions du parti, à l'éthique et qui devaient se battre pour le parti. Malheureusement, on prend les transfuges, on met devant, les jockeys bavardent, on les balance derrière sur les listes et après
c'est Tranfiche qui passe et qui donne le voix des PC. Faisons attention, retenons les leçons de ces élections. Alors, pour la suite, je veux dire que on a en majorité des conseillers municipaux RDPC. On a une Assemblée nationale, un Sénat RDPC. On a un gouvernement évidemment RDPC, c'est la conséquence. Et désormais, on aura un conseil des conseils régionaux RDPC. Peut-on s'attendre à de véritables changements dans les politiques publiques pour un meilleur développement, quand on sait que loin de la décentralisation, c'est le RDPC qui est au management de la République depuis 1985 comme moi, et le président Biya depuis 1982, Cissé. Écoutez, mon chef député, je partage à 100% ce que Youm dit. C'est grave, Cissé. Non, non, c'est pas grave. Christian, c'est pas Ils grave. sont libres de refuser de comprendre. Le problème de ce pays aujourd'hui, M. Christian Diop, c'est d'abord nous-mêmes, nous les opposants. C'est tout. Vous avez cité un nombre, plein de choses là, M. Dipita. Mieux vaut tard que jamais. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce pays nous appartient tous. Ce n'est pas un pays de RDPC, l'UDC, l'UPC, ANDP, c'est un pays de tout le monde. Nous souhaiterons que le RDPC, les amis des MECA, se mettent au travail aujourd'hui pour un Cameroun encore plus prospère et dynamique. Regardez seulement sur le plateau aujourd'hui, il n'y a que la jeunesse. Mais le champion de MECA, il ne fait pas confiance à la jeunesse. Sa jeunesse. Il renouvelle toujours. Mais quel est responsable? C'est un jeune, si vous le dites, il est responsable. MECA doit être ministre dans ce pays. On a- il a le talent de la on a d'être. plusieurs- Mais il est combattu dans son propre parti. Ah Voilà bon? pourquoi Tu nous, on ne m'informes, peut pas hein? partager. Qui veut la tête de Meka Non, RDPC? Tu m'informes, là. Écoutez, mais arrêtons un peu la distraction. On a vu les dernières législatives municipales, les batailles qu'il y a eu, les batailles qu'il y a eu à On Nintel dans l'a le parti. Non. On allait le mettre à la plage de l'oiseau là-bas pendant les autres soirs à la fête sous la Voilà. plage. Avant Non, dernier, pour être plus sérieux, M. Dipita, les leaders locaux, les cadres, doivent être encadrés. Aujourd'hui, vous avez dans plusieurs mairies dans les régions du Cameroun, les opposants qui sont là, ils sont élus, mais leur propre parti ne les met pas dans un certain confort. C'est le RDPC encore qui les met dans un certain confort. Mais nous sommes dans un... Moi, et Youm, ça fait pas rire. Moi, je parle de ce point. C'est un cas. Oui. Vous avez aujourd'hui, excuse-moi, je ne vais pas appeler le nom, mais c'est un conseiller de PCRN. Il est venu au bureau, 3 mois, 4 mois, il a été élu, il n'a rien à faire. Il fallait que c'est le maire RDPC qui prenne sa main. Il a appelé son leader, son leader plusieurs fois. Président, on fait comment? Je fais quoi? Il est là, il est assis toujours comme ça là. Même au marché, non, je n'appellerai pas le nom. C'est le RDPC qui l'a pris, le mettre dans un confort. Je n'ai pas cité de nom. Qu'est-ce que tu appelles confort? C'est pour ça qu'il désavoue le Écoute, PC. monsieur Youm, la politique n'est pas faite s'il n'y a pas de confort. Il y a un certain confort. Le confort, c'est quoi? Le confort, c'est tout ce que... Vous avez une belle veste, monsieur Youm. Vous avez ramassé ça à la poubelle. Arrêtez un peu, monsieur Youm. Arrêtez de tromper les Camerounais. C'est là où le RDPC nous dépasse. Une vision pour défendre des idées. Tant que tu as la vision, aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Si je comprends bien, vous dites que le confort dans lequel le maire Fungang, je n'ai pas cité de nom. Mais nous, c'est ça la compris. Non, mon chef, depuis quelques jours, son discours a changé vis-à-vis de son parti. Ne me prêtez pas les mots, monsieur. Non, je ne prête pas, je comprends. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dipita, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je suis en train de vous dire que le problème de l'opposition aujourd'hui, c'est nous-mêmes et nos leaders politiques qui disent qu'on ne paye pas le militantisme, alors qu'eux-mêmes, l'État RDP se les met dans un certain confort. C'est pour ça que derrière vous voyez... Laissez-le poursuivre, laissez-le poursuivre. Allez-y. Sauf si vous avez la même technique que les gars du RDPC. Alors que... vous voyez, j'ai perdu le fil, monsieur. C'est pas sérieux. Non, je ne reviendrai pas, je vais continuer à vous laisser. Mais sois un peu sérieux, s'il te plaît. J'étais en train de dire qu'il y a un certain confort que nous,
nous sommes engagés. Parce que s'engager déjà en politique comme nous, c'est donner sa vie pour le pays et se donner sa vie pour beaucoup de choses. C'est servir. Mais maintenant, pour servir déjà, pour être un cadre de parti et servir ses populations. Quand vous voyez à la télé, M. Dipita, ce n'est pas la même chose, hein? Ça devient que même quand vous arrivez jouer au 2-0, dès qu'il y a un problème d'un sachet d'eau, un problème de ballon percé, on vient vers vous. Hein. Et quand vous remontez plus haut, vous n'avez pas cela. Mais les gars comme les mecs vont toujours vous prendre les militants. Je suis très mignon, je suis très beau, mais je ne peux pas parler. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi quand vous voyez, le RDPC va toujours et toujours gagner l'opposition. Tant que nous, l'opposition, nous sommes toujours divisés. Et quand nous aurons que les yeux pour pleurer, ce qu'il faut faire un travail de fond aujourd'hui. Le travail de fond, c'est quoi? Il faut que nous, l'opposition, nous asseyons au moins. Même si nous ne pouvons pas nous asseoir tous. Aujourd'hui, nous avons la chance, hein, M. Eyoum et M. Ndiok. On est très amis, hein, ça ne nous cachons pas. On est très amis. Profitons de cela pour s'asseoir, pour avoir des plateformes où nous pouvons réfléchir, pour avoir un Cameroun plus prospère et plus dynamique, pour qu'en 2025, nous puissions battre le RDPC. Parce que le RDPC, mais là où il boit le petit lait, parce qu'il se moque de nous, il sait très bien qu'il a toutes les cartes, mais nous n'avons pas toutes les cartes. Et c'est pour ça que vous verrez toujours des frustrés, par exemple, comme ton cher collègue, mais maintenant je peux citer le nom, M. Bion, qui est frustré, comme au MSC, vous avez des personnes comme Jamen qui est frustré, parce que les cadres qui sont très hauts prennent de certaines faveurs et ils ne le dispensent pas aux petits cadres qui aiment la politique comme moi. Tant qu'on a ce genre de soucis, le RDPC va toujours et toujours et toujours nous battre. En 30 secondes, je suis Allez-y. Oui, non, je voudrais être sérieux en disant qu'il ne faut pas aller chercher les mobiles de l'échec dans l'argent, les mobiles de l'échec dans la corruption. Les mobiles de l'échec, c'est la structuration de l'organisation de l'opposition. D'abord, sur le plan structurel, qu'il y a un problème. Parce qu'il faut le dire, il y a ce problème de clanisme dans l'opposition. Est-ce que l'opposition est une unité organique, M. Meka? Est-ce que c'est un programme politique? Des partis d'opposition. Vous êtes sociologue quand même. Sur le plan, on a vocation quand même à éduquer aussi nos spectateurs. C'est ça. Justement, parce qu'éducation, laissez les autres parler. Laissez-le dire ce qu'il veut. Vous notez, vous reviendrez. Vous avez un peu des envolées qui m'inquiètent de temps en temps. Parce qu'un homme politique doit avoir la recul. C'est clair. Je voudrais dire que, parce que je dis des choses claires, et des analyses qu'il est important. D'ailleurs, je ne parle pas pour vous, je parle pour ceux qui font la politique depuis. Le véritable problème, c'est que les partis d'opposition ont des problèmes structurels. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de défections des cadres dans les partis politiques. Je peux vous lister du SDF au MRC, en passant par l'UDC. Et en face, vous allez voir que dans le RDPC, il n'y a pas désertion des cadres. Il y a renouvellement des cadres. Mais ça s'explique aussi, vous avez le pouvoir. Non, ce n'est pas toujours. Je dis bien, vous allez voir les secrétaires généraux du RDPC, les vice-présidents, ils sont toujours là. Ça, c'est un premier élément. Et les partis politiques sont devenus des comptoirs. Tout à fait. Dans le marché politique. Très dangereux. Des transactions politiques. Je ne parlerai pas du PCRN, qui a l'air un peu républicain et qui travaille sur le terrain, qui est un parti gentil, mignon, mais qui doit normalement avoir la maturation politique. Dans ce cas, vous parlez de quel parti? Je parle notamment des partis comme le MRC, comme le SDF, qui est devenu à l'usure du temps des partis notamment clientélistes. Le MRC fait de la surenchère clientéliste, c'est-à-dire on déserte des instances, on ne veut pas aller aux élections, on menace, on fait la rue. Et le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est que non seulement ça n'attire pas les militants, parce que vous voyez un monsieur comme M. Kamto. Bon, le MRC est parti du plateau. Hein. Non, c'est ça le RDPC. C'est important de le dire, parce que c'est des échantillons importants. Lorsque vous voyez, par exemple, un parti politique qui suspend. Dans votre analyse, est-ce qu'on ne peut pas illustrer par d'autres exemples? Parce que le MRC n'est pas sur le plateau. L'exemple le plus patent, c'est de suspendre la participation aux élections et de suspendre la carrière politique des jeunes. D'accord, ça c'est compris. Allons-y, poursuivez votre... Le deuxième point aujourd'hui, c'est le fait que au centre même des partis politiques de l'opposition, il n'y a pas de renouvellement. Tout à fait. Contrairement au RDPC. Vous allez voir qu'il y a des jeunes maires du RDPC
partout, les grands conseillers du RDPC. Mais vous allez voir que, regardez la typologie de ceux qui sont dans l'opposition, c'est les mêmes personnes depuis 25 ans. C'est ça, il n'y a jamais ouvert les organes de base. Depuis 25 jamais. ans. Je ne vous parle pas de l'opposition de M. Cabral Libi qui vient d'arriver, qui notamment, je peux encourager... Pourquoi le RDPC aime toujours le PCN comme ça? Je peux encourager parce que le PCRN investit les jeunes et les jeunes ont la parole dans le PCRN. Je vous parle des partis politiques. Vous n'allez qu'à voir le SDF, l'UDC, vous allez voir les gens, les mêmes personnes depuis 25 ans. Mais regardez le RDPC, les même agents le RDPC a les mêmes personnes depuis 30 ans, mais pas les élus. Non, je vous parle des maires. Non, je vous parle des maires, des adjoints aux maires dans les communes. Je vous parle même des députés. Il y a des jeunes députés dans le RDPC. Il y a des jeunes députés. Même ailleurs aux nouvelles. Non, je ne crois pas. Donc, c'est ce problème-là qui fait en sorte que, aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, le Camerounais, le citoyen commence à comprendre que le RDPC est un parti qui est structuré, qui est implanté dans tout le pays et qui est toujours dans la même logique, dans la même constance. Les autres partis diront que dans les instances de gouvernance, il y a RDPC, la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, souvent la tête du gouvernement. Tout. Même les directeurs généraux de 30 ans. Vous voulez réagir? Je voudrais chuter en disant, même les renouvellements au sein des partis, il n'y a que le RDPC qui, sur le plan politique, renouvelle avec les élections. Non, même les autres organisent les élections. Je n'ai jamais vu. C'est moins médiatisé. La question quand même que je posais, c'était finalement l'impact sur le RDPC à toutes les instances de décision de la République. Bon, on sait que le RDPC gère quand même le pays depuis 85 ans. C'est vrai depuis 85. Je vais vous répondre. Je vais dire depuis 85 ans. C'est vrai que nous sommes dans l'expérience, dans une nouvelle expérience de la décentralisation. Mais je veux dire quel est l'enjeu désormais, quel est l'impact. Ils ont pratiquement toutes les régions, excepté la Damawa. Christian Diok. J'ai cru que je n'avais plus la parole. Non, pourquoi? C'est vrai que vous êtes un peu indiscipliné ce soir, mais bon. Non, pas indiscipliné, M. Dipita. C'est que quand parfois... nous qui avons une nuit facile, il est difficile d'entendre certaines choses et vouloir laisser passer. Monsieur Mika, mon cher aîné, connaît tout le respect que j'ai pour lui. Effectivement, j'ai aussi de la difficulté à parler avec ceux qui sont du même bord, supposé dit de l'opposition, et qu'on se trouve dans cette approche, des gens qu'on ne comprenne pas où ils vont, effectivement, où ils sont les meilleurs et les autres sont les moins lotis, c'est un problème. Je voudrais en 2 mots déjà rappeler, avant de répondre à votre question, qu'il faut, à l'attention de notre téléspectateur, le PCRN, version Honorable Cabral Libi, est né le 11 mai 2019. Donc nous avons à peine 1 an et 4 mois par là, M. Dipita. Voyez-vous? Et si vous voulez faire effectivement un peu le bilan de ce que nous avons engrangé en 1 an seulement, il me semble qu'on ne serait pas en train de parler ici. Deuxième chose, je voudrais aussi répondre à M. Youm, pas répondre, informer M. Youm en fait, parce qu'il a dit des énormités, des choses abjectes, qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il a convoqué la notion de démocratie électorale ou de démocratie locale. Non, je veux dire à M. Youm, la note du président, l'honorable président, là je vous parle ex-qualité comme porte-parole de ce parti, M. Youm, pardon. Vous avez parlé le cadre ne se renvoie pas seulement à de l'argent. Voyez-vous, parce que tout le monde gestionne par le cadre là. On a convoqué la notion d'argent. Donc, pour vous dire 2 choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de vote censitaire. Que nous ne connaissons pas la notion de vote censitaire chez nous. On a dit aux gens, vous êtes libres. Votez en âme et conscience. Donc, c'est normal qu'un conseiller de votre parti vote pour le RDPC. Non, on ne peut pas relativiser. J'espère que vous allez au moins... Oui, c'est bon, allez-y. C'est où? Allez-y. Le vote, il est libre, il est secret, monsieur. On a compris. Et on n'enferme pas les gens dans les choix. Maintenant, nous, on va aviser. Effectivement, on a interrogé et comprendre où on va. Deuxième des choses, l'honorable président a pris un certain nombre d'actes, notamment hier et aujourd'hui. Nous sommes dans un processus de renouvellement des organes de base, que vous connaissez bel et bien, M. Dipita, et qui prend fin le 23 de ce mois, de décembre, qui ont d'ailleurs été prorogés du fait de la convocation du corps électoral, en ce qui concerne les collèges électoraux. Monsieur Youm, calmez-vous, non? Il y a un lapsus. Il y a un lapsus. Il y a une différence le collège électoral. Pour les Youm. Allez-y.
Il ne reste plus que 8 minutes. D'accord, monsieur le député, j'espère que je parlerai au moins, sinon je vais couper les autres. J'essaie aussi de jouer à ce jeu. Allez-y. Je vous en prie. Donc, effectivement, nous avons que cela a été arrêté et le processus a tardé dans l'Union équilibrée. Prenez le cas du Vori en ce moment. Vous voyez les renouvellements qui sont conduits chaque jour. Monsieur Cissé, ça vous le savez bel et bien. Et que dans l'Union équilibrée, par exemple, dans certains arrondissements, effectivement, il y a eu quelques retards. Et le président, en vertu du principe de qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire les statuts lui donnant qualité. Et en l'espèce, c'est les coordinations départementales qui conduisent ces renouvellements des organes de base. Et il y a même des coordinations spéciales qu'on a mis en place pour conduire ces renouvellements des organes de base. Donc il y a eu comme une dichotomie à ce niveau que le président a dû relever, ce qui n'a rien à y voir avec effectivement les conseillers municipaux, eux, qui ont pris part aux élections des conseillers régionaux. Donc vraiment, il n'y a pas de chasse aux sorcières chez nous. Ne nous amenez pas dans des polémiques inutiles ou futiles. Nous, on est cap sur l'objectif à faire, à tenir, qui est étudié 2025. Ouais. Maintenant, pour effectivement revenir à votre question, M. Dipita, vous avez posé la question de savoir si... bravo. Ouais, Paul. Non, je viens avec mes cas, c'est tout. Terminé. M. Dipita, c'est difficile d'avoir affaire parfois des gens. J'espère que tu n'as pas bu le Dontol ce soir. Non, on sait chez vous que les injures par la colère, c'est pour ça qu'il boit de Donc, je voulais également dire, au rang de leçon, pour dire effectivement que je crois que les camarades, je veux dire mes congénères sur le plateau, ont effectivement convoqué quelque chose. Et je comprends que la notion de formation politique, il y a un déficit de socialisation politique dans la vie publique camerounaise, dans la scène publique camerounaise. Et c'est un chantier sur lequel nous devons effectivement travailler. On a fort à faire. Et nous, on a conscience effectivement de ceci, M. Dipita. C'est un chantier de longue haleine. Nous avons à peine 1 an et demi et nous allons y arriver. Et nous travaillons au quotidien pour amener les nôtres, pour socialiser les gens. Effectivement, il y a une grille d'analyse que M. Mika a convoquée tout à l'heure, parce qu'on a voulu prendre ça comme une parodie ici en disant que le conseiller Djega, qui a sa 4e mandature d'ailleurs, la logique nous parle généralement de, comment ça s'appelle, l'unicité de l'opposition, qui pour nous l'opposition n'est pas... vraiment, ça me pose un problème. Vous voyez, on a fait des coalitions avec des gens dans ce sens. Prenons le cas avec le PUS dans le Vori, prenons le cas avec... le SDF et d'autres formations politiques dont le conseil dont vous avez convoqué tout à l'heure, qui après avoir été chassé du SDF est venu chez nous. Merci. On s'est entendu. Non, monsieur Dipita, permettez que mais vous savez que vous parlez. Non, monsieur Dipita, je n'ai pas parlé comme les autres. Je n'ai pas parlé comme les autres, monsieur. À chaque fois, monsieur Yoma coupé. Terminé, il reste moins de 2 minutes pour les D'accord. J'étais en train de dire effectivement que nous, au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, nous avons effectivement pris acte de ce scrutin. Nous avons évalué et nous sommes assez fiers parce qu'effectivement, cela nous a permis de comprendre, de sélectionner. Il y aura une sélection au niveau de la base militante, effectivement, mais davantage un écrémage naturel qui ira avec et la logique de formation politique. Et je le réitère, il n'y a pas de chasse aux sorcières. Vraiment, que les gens qui tiennent notre discours nous arrêtent, nous conseillent municipaux sont les nôtres et on va y aller. Alors, la question pour sortir, je l'ai posée tout à l'heure, personne n'y a peut-être apporté de réponse. Non, on voulait répondre, il fallait d'abord qu'ils réagissent. Quel impact que ces régionales pourront effectivement avoir sur la construction, le développement du pays, sachant que l'enjeu est la décentralisation. Paul. 2 choses. En 1 minute, vraiment. Oui, en 1 minute. La première, soit on repart au parti unique, soit on réinvente l'opposition. Il n'y a rien à faire. Ce sont les 2 issues politiques. Soit on repart au parti unique, soit on réinvente l'opposition. L'une ou l'autre. Maintenant, pour la décentralisation, le problème que nous avons, c'est que depuis 1996, il y a le texte de la réforme constitutionnelle 96 qui a intégré la décentralisation, les lois sur la décentralisation depuis 2004, mais qui sur le terrain ne sont pas effectives. La question aujourd'hui, est-ce qu'avec les conseils régionaux, nous allons avoir une vraie décentralisation? C'est là où nous mettons un gros point d'interrogation. Nous attendons de voir. Si c'est, quel impact? Je vous ai dit un peu à l'entrée de jeu tout à l'heure, quand j'ai repris la parole, que ce pays nous appartient tous. Vraiment, je pense que mieux vaut tard que jamais. Et je fais confiance aux amis de Meka, parce que ce sont les Camerounais, ce ne sont pas les Tchadiens, bien qu'on ne partage pas la même politique. Depuis 40 ans, ils nous ont bernés dans ce que nous savons. Maintenant, je pense très bien que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il est à un âge de patriarche.
Et vraiment, vous savez très bien qu'aujourd'hui, le champion du RDPC, le président de la République, il est très proche de la sortie que de l'entrée. Et je pense très bien que c'est un monsieur qui a toujours réagi à sa façon, quand il veut et quand il peut. Et je pense que cette fois-ci, il va vraiment... vous savez, un remaniement ne va pas tarder à arriver. Et je pense qu'il va vraiment Depuis faire confiance. 3 ans qu'on dit ça. Non, monsieur, malheureusement, c'est notre pays de relance. dont on le fait confiance. Et nous savons que ce pays va s'arranger. Vous voyez déjà les stades qui ont commencé à pousser, des projets de grands ponts à l'entrée de Vannes et tout ça. Ce sont des projets qui sont dormants, bien que ce sont des projets qui ont coûté 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher. Mais ce sont des projets qui vont aboutir et nous n'avons que André les Le Terme yeux pour regarder. L'impact. On ne peut pas changer le changement. Allez-y. On ne peut pas changer le changement. Le RDPC reste le parti du rassemblement du peuple camerounais et vous allez constater donc que le cap qui a été amorcé, notamment dans le changement, est axé sur 2 points. Le développement local et l'encadrement culturel local. Et dans cette proximité d'administration, je crois que le RDPC, qui a des cadres, qui a des élites formées compétents et dont le peuple camerounais a choisi pour pouvoir conduire les affaires, n'est-ce pas, de la nation, fera preuve, n'est-ce pas, de compétences, fera preuve de performance pour pouvoir servir les Camerounais. Mon mot de fin, c'est que les Camerounais ont finalement compris que le RDPC est le parti du développement et de l'avenir. Christian Diop. Oui, effectivement, je voudrais appeler nos concitoyens à nous faire de plus en plus confiance parce qu'ils sont nombreux à adhérer au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, à croire aux idéaux qui sont les nôtres, que nous n'allons pas leur trahir. Nous sommes là, nous avons une politique qui est la nôtre. Nous sommes en train de faire un marche territorial en ce moment de nous rejoindre et de comprendre effectivement que nous sommes un parti républicain. Nous y avons participé à ces élections régionales parce que nous croyons effectivement que le problème que le Cameroun aujourd'hui est un problème autonomiste. Et c'est dans ce sens que nous avons vendu les idées qui sont les nôtres, notamment c'est du régionalisme identitaire que vous connaissez bel et bien, Monsieur Tipita. Et ça a été un plaisir pour nous. Aujourd'hui, on a rodé notre machine électorale et nous sommes prêts à affronter effectivement les grandes échéances à venir et nous croyons bel et bien qu'en 2025, Etoudi nous attend. Christian Diop Congo, Paul Eyoum, Sissé Bamanga, André Le Terme et bien plus tôt Pierre-Emmanuel Bignam, je vous dis merci d'avoir partagé cette analyse, la première au lendemain, ou du moins à l'issue, au moment où sont déployés les résultats de ces élections régionales, première du genre en 2020. Pour la mise en place des conseils régionaux. On va suivre tout cela. Et merci à vous également à la maison qui êtes resté regarder cette émission. Merci à toute l'équipe technique conduite par Erin Gandou qui a bossé un peu dur dans des conditions vraiment techniques un peu compliquées pour poursuivre cette émission. Bonsoir et à mardi prochain.